Bonjour à tous. La nouvelle n'est pas encore officielle, mais plusieurs sources familiales annoncent le décès du maire de Buea, Patrick Ekema, survenu après un malaise. Les autorités administratives dans la ville de Douala confirment qu'il a été interné dans un hôpital suite à un malaise, mais officiellement, rien n'est dit sur son décès, mais des sources familiales indiquent qu'il a rendu l'âme, le maire de Buea, qui ne vivra pas l'application des recommandations formulées dans le cadre du grand dialogue national, lui qui a été un fervent défenseur de la paix, également qui a tenu à combattre les journées villes mortes dans la ville de Buea. Information non officielle de son décès survenu à Douala. Et c'est un véritable coup de théâtre. Après avoir demandé l'accélération de la procédure de passation du terminal à conteneurs de Douala, le secrétaire général de la présidence de la République vient d'ordonner au directeur général du port autonome de Douala de suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession avec la société Terminal Investment Limited, l'entreprise suisse ayant officiellement été sélectionnée au terme d'un appel d'offres international pour les activités d'exploitation et de maintenance du terminal à conteneurs du port de Douala. Selon le secrétaire général de la présidence de la République, cette demande de suspension de la procédure est un ordre du président de la République du Cameroun en attendant les conclusions définitives du bras de fer judiciaire qui oppose le groupe français Bolloré au port autonome de Douala. Cette prise de décision de la présidence de la République survient après l'entretien entre le ministre français des Affaires étrangères, Yves Le Drian, et le chef de l'État du Cameroun au palais de l'Unité, ce qui suscite de vives réactions dans la presse nationale et internationale. Pour Le Messager, le chef de l'État, Paul Biya, sauve Bolloré des eaux troubles au regard des batailles pour la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry. L'Œil du Sahel pense que le chef de l'État a remis Bolloré dans le jeu. Le quotidien Le Jour va plus loin et affirme que Bolloré reprend la main à travers cette suspension du processus de passation de la concession du terminal à conteneurs de Douala. Mutation estime que c'est juste un sursis accordé à Bolloré. Selon RFI.fr, la concomitance entre la présence du ministre français des Affaires étrangères, venu relancer la coopération entre Paris et Yaoundé, et cette suspension de la procédure de passation du terminal à conteneurs n'est pas anodine. Comment expliquer un tel rétropédalage sur une procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs après avoir vanté les opportunités financières et économiques avec l'entrée en scène d'un nouvel adjudicataire? Quels sont les enjeux économiques et politiques d'une telle décision? Cette attitude de la présidence de la République du Cameroun et cette manœuvre française sont-elles les signes d'une nouvelle ère d'une France-Afrique bousculée par l'offensive russe et chinoise sur le continent africain? Au-delà de ces questions géoéconomiques, il se dessine une longue attente observée pour l'application des recommandations formulées après le grand dialogue national en offrant l'expérience française en matière de décentralisation. Paris est-elle en train de s'aligner sur la position du chef de l'État du Cameroun? Mais les populations continuent de subir les affres de la guerre contre les groupes armés séparatistes dans les régions anglophones et certains redoutent le pire si les élections locales sont annoncées sans un cessez-le-feu et des solutions claires à la crise anglophone. Sur un autre front, le quotidien Émergent s'interroge: pourquoi le régime de Yaoundé a-t-il peur d'une révision du système électoral? C'est pourtant le souhait de l'opposition pour favoriser davantage la transparence et l'émergence des élus crédibles lors des prochaines consultations électorales au Cameroun. Yaoundé reste silencieuse sur ses critiques. Les élections législatives, municipales et régionales peuvent-elles se tenir sans une réforme constitutionnelle et consensuelle du système électoral au Cameroun? Ces questions brûlantes d'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Maître Emmanuel Pincy. Bonjour. Bonjour Cédric et bonjour aux millions de téléspectateurs de Equinox. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, et je voudrais dire que
je suis bien content qu'il y ait une reprise des relations amicales et concordantes avec la France. Et on en parlera tout à l'heure parce que sur le problème du terminal à conteneurs, l'économiste qui est là va peut-être mieux nous expliquer. Mais on saura que la procédure n'a pas été bien respectée en écartant une société qui était là depuis très longtemps. Donc le chef d'État qui est un juriste de haut vol. Permettez qu'on introduise Maître Pensy, les autres invités sur ce plateau. Célestin Diamène, bonjour. Bonjour Cédric Nouffelet, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox Télévision et merci de m'avoir convié dans cette superbe et prestigieuse émission. Merci. Vous êtes secrétaire national aux droits de l'homme pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau, l'un des éditorialistes de la Nouvelle Expression, consultant ce droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Cédric Nouffelet, je salue tous les copanélistes ici présents, mes amitiés à tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Également présent sur le plateau de droit de réponse, Martin Ombazine. Martin, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Vous êtes spécialiste en économie et finance et c'est avec vous que je vais introduire cette émission concernant la décision du président de la République du Cameroun, cette correspondance du secrétaire général de la présidente de la République sur ordre du chef de l'État. Il a demandé au directeur général du port autonome de Douala de suspendre les travaux de finalisation des termes du contrat de concession du terminal à conteneurs au nouvel adjudicataire provisoire de ce terminal à conteneurs. De quoi il s'agit concrètement lorsqu'il y a une telle correspondance adressée au directeur général du port de Douala? Comment vous la comprenez? En réalité, ça peut paraître extrêmement difficile à comprendre. Parce que, voyez-vous, nous pensons qu'une société comme le port autonome de Douala a un conseil d'administration. Vous comprenez? Quoi que ce soit l'État qui est propriétaire de cette structure, il me semble quand même que cette information devait être portée par le conseil d'administration qui a un président et qui est censé défendre des intérêts, que ce soit du Cameroun, que ce soit des actionnaires. Ça, c'est d'un. De deux, il me semble que ça fait un peu cacophonie. Parce que bien avant de cela, il y avait déjà eu une correspondance qui disait qu'il fallait ouvrir les possibilités d'avoir une concurrence pour la gestion prochaine du port autonome de Douala. Justement, à cet effet, est-ce que vous pouvez rappeler les faits qui ont conduit, d'où commence ce problème concernant le bras de fer autour de la gestion de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonaville? Non, moi je ne parlerai pas de bras de fer, il n'y a pas de bras de fer, c'est une logique d'entreprise. L'État est une entreprise. Ça veut dire que l'État se doit à chaque fois de faire le point sur est-ce que je peux gagner plus? C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas de bras de fer. C'est-à-dire que l'État du Cameroun pense avoir un outil de production susceptible de lui permettre de gagner de l'argent. À partir du moment où un contrat arrive à son terme, on s'assied et puis on remet les pendules à zéro. C'est de ça qu'il s'agit, il n'y a pas un problème de bras de fer. Et il se trouve donc que dans le processus, il y a eu des arbitrages qui ont été faits et le mieux offrant a été retenu. Seulement, au plan juridique, il y avait un problème qui se posait, à savoir que si jamais une des parties est lésée, tant que la procédure n'est pas purgée, il n'est pas normal qu'on prenne une décision. C'est comme si aujourd'hui vous avez un problème avec votre épouse, et que d'aventure vous êtes au tribunal et on se permet de décider alors que la décision finale n'a pas encore été donnée. Donc c'est en cela que le président de la République revient pour dire que ok, je suis d'accord que vous ayez choisi. Et d'ailleurs rien ne dit que au final de cette histoire, que ce soit le conception allemand-suisse, c'est ça, allemand-suisse, qui serait retenu. Donc, moi, à mon avis, la seule chose qui me dérange, économiquement parlant, est le message fort, parce que vous comprenez que le Cameroun se doit d'être une économie qui va vers l'avant, et que ça fait cacophonie par rapport à ceux qui pensent un jour pouvoir venir investir. Vous savez, un indicateur économique important pour les pays, c'est ceux qui viennent investir chez vous. L'investissement direct d'étrangers est très important.
Donc, il ne faudrait pas que ce type d'événement décourage ceux qui pensent qu'ils peuvent venir mettre leur argent au Cameroun. Ça, c'est l'élément le plus important. Maintenant, tout le reste, moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Mais ce qu'il faut aussi dire, et ça, je le dis de façon forte, c'est que la réaction de la France est normale. Un pays, tout pays, doit défendre les intérêts. Hein, c'est tout à fait normal. Moi, je serais le président du Cameroun, je ferais pareil pour les entreprises camerounaises si jamais, d'aventure, elles auraient un problème à l'étranger. Donc, cela ne devait pas vous choquer les gens en disant que le président a été reçu, il a reçu. Non, c'est tout à fait normal. Parce que c'est un grand champion français et la France défend ses intérêts partout où les entreprises françaises se trouvent et non les entreprises camerounaises. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est de dire qu'aujourd'hui, notre économie est attractive. Le Cameroun est un grand pays. Simplement, il faudrait qu'à chaque fois que les règles ont été mises sur place, sur le papier, qu'on les respecte. Donc il faut vraiment attendre. Moi, je pense qu'il serait très très tôt de dire aujourd'hui que c'est parce qu'il y a eu la rencontre, c'est parce que monsieur le dirigeant était là, qu'on a suspendu. Tout le monde peut faire une erreur, tout le monde peut avoir un événement dans sa vie qui échappe. Et il se pourrait qu'au niveau de la présidence, on se soit rendu compte que non, bien sûr qu'on a donné OK pour qu'on renégocie les choses, mais qu'il fallait d'abord quand même attendre la décision des juges par rapport à l'appel fait par le groupe Bolloré. Alors après vous, Edmond Kamgia, sur cette décision, en l'espace d'un an, on a vu une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République qui a demandé l'accélération des procédures. Le port autonome de Douala a même communiqué en faisant savoir qu'il a fait appel de la décision du tribunal administratif à Douala et que cette décision est suspensive et lui permettait de continuer le processus de négociation de ce contrat de concession avec le nouvel adjudicataire provisoire, à savoir l'entreprise suisse Terminal Investment Limited. Aujourd'hui, c'est un ordre du chef de l'État qui demande de suspendre, de tout arrêter. Comment expliquer cette situation? Il faut véritablement s'interroger sur les multiples sorties ou décisions ou appels à décision du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général, président de la République, qui est intervenu plusieurs fois dans ce dossier. Parce que sa dernière sortie, où il précise que c'est d'ordre du président de la République, nous montre qu'en réalité, il est en difficulté, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, puisque cette dernière décision va à l'encontre de la précédente qu'il avait prise, qui concernait l'accélération des procédures, puisqu'il demandait au directeur général du port autonome de Douala d'accélérer les procédures, que tout se passe normal, tel que prévu, puisqu'on sait que le concessionnaire sortant arrive au terme de son contrat. Et comme il n'a pas fait partie de ceux qui avaient soumis, n'est-ce pas, qui s'étaient proposés à reconduire. Bon, lui, il n'était pas candidat pour reconduire son contrat. Mais il y a d'autres qui sont arrivés et le processus est non seulement en cours, mais il y a un adjudicateur provisoire qui est connu. Donc, il y a des questions que l'on peut se poser. La première, c'est celle dont parlait un précédent panéliste tout à l'heure. Finalement, à quel titre intervient le secrétaire général de la présidence dans cette affaire? Parce que le port autonome de Douala a un conseil d'administration. On se serait attendu que ce soit le conseil d'administration qui prenne une décision, qui oriente les opérations qui sont exécutées par le directeur général du port autonome de Douala. Mais ce n'est pas le cas. On se serait attendu que ce soit la tutelle administrative qui intervienne pour guider ou indiquer comment est-ce qu'il faut continuer avec cette opération. Et la tutelle administrative, le ministère des Transports, on ne l'a pas vu. À aucun moment, le ministère n'intervient dans cette affaire. À aucun moment, on ne voit une décision du conseil d'administration. À quel titre, finalement, intervient le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République? Ça pose fondamentalement la question de la gouvernance au Cameroun. Et de manière précise, la transparence dans la gestion. Et ce n'est pas de nature à encourager les investisseurs étrangers. La dernière décision, le dernier communiqué, qui rappelle que c'est d'ordre du président de la République que le ministre d'État, secrétaire général, président de la République, demande au directeur général de suspendre la procédure de passation de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, montre qu'en réalité, tout cela qui était en passe au terme de l'échéance du concessionnaire sortant, nous montre qu'en réalité, on a
des questions à se poser. Est-ce que le Cameroun respecte les procédures en vigueur en matière de concession? Parce que ces procédures sont connues. Il aurait fallu laisser la procédure aller jusqu'à son terme. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se posent la question de savoir si ce n'est pas une coïncidence troublante. Que ce soit avec l'arrivée du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Yves Le Drian, sa rencontre avec le chef de l'État, que ce soit dans ce contexte que ce document sorte. Et visiblement, la principale question que l'on se pose dans une affaire, à qui profite la décision qui est prise? À qui profite le contenu du communiqué du ministre d'État, secrétaire général? Le dernier communiqué qui demande de suspendre la procédure d'attribution de la concession. S'il fallait répondre à cette question, on pourrait, de manière, je ne dirais pas évidente, mais de manière triviale, dire mais ça ne peut profiter qu'au concessionnaire sortant, Bolloré. Puis ça lui donne la possibilité d'espérer pouvoir reconduire cette concession. C'est ce qu'on pourrait penser. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est que le même communiqué précise, en attendant les conclusions définitives de l'affaire Société APM Terminal BV Bolloré, Société anonyme contre port autonome de Douala, pendante au tribunal administratif du littoral à Douala, et portant sur la requête aux fins de sursis à l'exécution de la décision du 8 janvier du directeur général du port autonome de Douala. Théoriquement, la balle est dans le camp de la justice. C'est-à-dire, on attend la décision du tribunal administratif du littoral. Mais lorsque on voit ainsi intervenir le président de la République et que le juge doit décider en tenant compte du contexte politique, politico-diplomatique, mais aussi de ce que c'est l'ordre du président de la République, qui est par ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui décide la carrière des magistrats assis et debout, j'ai du mal à croire que le juge prendra une décision qui ne soit pas en faveur de la volonté du chef de l'État. C'est le premier constat que nous pouvons faire dans cette affaire. Et jusqu'au 2 octobre 2019, l'autorité portuaire de Douala et la société suisse Terminal Investment poursuivaient en toute sérénité, ce sont leurs mots, les négociations devant permettre dans un premier temps aux deux parties de parapher les termes du contrat. Quelques semaines plus tard, le président de la République, à travers son secrétaire général, demande la suspension des travaux de négociation, de finalisation des termes du contrat. Célestin Ndiamène, selon le site RFI.fr, il y a une concomitance entre la visite de Jean-Yves Le Drian au Cameroun, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en France, et le chef de l'État, et cette décision de suspension de la procédure de passation du terminal à conteneurs à un autre adjudicataire. Bien, c'est vrai que sur le plan strictement juridique, on peut parfaitement comprendre qu'il y ait suspension. Après tout, je crois que M. Bolloré avait saisi par une requête le tribunal administratif du littoral. En ce sens-là, il y a des raisons qui peuvent être avancées pour justifier une suspension. Cela dit, permettez-moi de faire une lecture politique, parce que je suis tout de même un homme politique. Et donc, le fait qu'il y ait coïncidence précisément entre la venue du ministre des colonies et effectivement la sortie de cette lettre de M. Ngongo pose problème. Parce qu'en vérité, quand vous regardez le site de M. le secrétaire général à la présidence, ministre d'État, il n'y a pas ce communiqué. Vous comprenez ? Il n'y a pas ce communiqué. Et quand vous regardez le site de son président, il n'y a pas non plus ce communiqué. Or, il apparaît dans une lettre signée du président, du secrétaire général à la présidente de la République. Donc, ça veut dire que, honnêtement, il y a des tractations qui sont, à mon sens, sournoises en tout cas, qui peuvent être déduites de ce qui vient de se passer. Parce qu'en vérité, il se passe quoi ? Il se passe que, quand vous avez lu la lettre du continent, il y a une réunion à Genève, le 19 août 2019, qui réunissait monsieur Schoftier, qui est député suisse, député européen, M. Ngongo et M. Alexis Keller, qui est actuellement l'homologue, n'est-ce pas, de M. Ferdinand Ngongo, donc secrétaire général à la présidence française. Donc il était question d'écarter M. Bolloré, parce que son contrat de concession arrivait à terme le 31 décembre de cette année. Donc il s'était agi lors de cette réunion de dégager M. Bolloré de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala. Et cela dit, il fallait donc l'attribuer, comme vous le savez, à TIL, Terminal Investment Limited,
Et finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, M. Bolloré avait sorti ses réseaux, avait agité ses réseaux france-africains pour essayer de reprendre la main. C'est la raison pour laquelle je pense que la venue de M. Le Drian correspond parfaitement à cette réintégration ou cette restauration, cette réhabilitation de M. Bolloré au Cameroun, parce qu'il n'y a pas d'autre motif de cette visite. Honnêtement, il y a trop de coïncidences pour penser que c'est simplement une question juridique qui fait en sorte que M. Bolloré a demandé un sursis et que finalement la justice est obligée de suivre son cours. Non, je crois qu'il y a une connivence qui pour moi semble très nette entre la présidence de la République et la volonté de remettre sur pied M. Bolloré. Vous savez que M. Macron, en 2022, aura besoin aussi d'activer ses réseaux transafricains pour financer sa campagne électorale. Donc, je pense que le réseau Bolloré, qui est vomi d'autre part en Afrique, je veux dire au Niger et au Bénin, est quand même un réseau qui a pas mal d'influence, en tout cas au Cameroun. La DIT, qui est une filiale du groupe Bolloré, jusqu'à présent, après 15 ans de gestion du port autonome, n'a pas donné un bilan très satisfaisant. Ce qu'ils ont fait au port autonome de là, ils l'ont fait pour Camrail. Je dis que le bilan est totalement désastreux. Donc par conséquent, je crois que c'est uniquement sur les critères politiques qu'effectivement M. Le Drian a effectué ce voyage pour remettre sur pied le groupe Bolloré, tout simplement. Et ça me pose un problème. Parce que, en vérité, les investisseurs qui regardent ce genre d'attitude des autorités camerounaises n'ont pas envie de venir investir au Cameroun. La sécurité judiciaire ou juridique est un élément très important pour l'économie d'un pays. Or là, ce sont des images absolument détestables qu'on donne du Cameroun, qui n'est plus un grand pays, contrairement à ce que pense M. Rumba. Il y a longtemps que le Cameroun n'est plus un grand pays, et justement, ça pose un vrai problème. Parce que nous devons justement lancer une image positive, comment dirais-je, aux potentiels investisseurs, à la fois camerounais et étrangers, pour leur dire que, écoutez, en cas de pépin, en cas de contentieux, vous êtes assuré de votre bon droit. Ça n'est pas le cas. Dan Poulo, qui est camerounais, qui fait partie du consortium local qui devait appuyer M. Gianluigi, l'Italien du MSC, qui devait gérer ce port, puisqu'il y a eu un contrat de concession provisoire qui avait été octroyé, ben aujourd'hui, j'ai l'impression de dire que quand on nous dit consommons camerounais, produisons camerounais, encourageons l'économie camerounaise, c'est totalement le contraire qui est en train de se faire. Alors, on va réhabiliter un négrier qui est M. Bolloré, et ça, c'est profondément choquant pour... On ne va pas s'attaquer à l'honorabilité des personnalités concernées. Il faut préciser qu'il s'agit d'une suspension des travaux de finalisation des termes du contrat entre le port autonome de Douala et la société suisse Terminal Investment Limited. Maître Emmanuel Pansi, selon vous, y a-t-il eu un arbitrage politique, une influence politique de la décision du président de la République demandant la suspension de cette finalisation des termes du contrat pour la passation de la concession du terminal à conteneurs de Douala? Avant de répondre à votre question, je voudrais dire tout simplement qu'il faudrait rappeler un peu les faits. Parce que, contrairement à ce que j'ai cru comprendre, le groupe Bolloré avait soumissionné pour avoir une prorogation de cette concession-là. Et que son dossier a été écarté en disant qu'ils n'étaient pas capables de pouvoir gérer un terminal à conteneurs. Pour des gens qui sont là depuis peut-être une quinzaine d'années. Et je tiens à rappeler que le groupe Bolloré, malgré tout ce qui est dit, c'est plus de 5500 Camerounais qui y travaillent et qui sont notamment bien payés. C'est vrai également que le groupe Bolloré a une tendance tentaculaire de vouloir gérer tous les ports d'Afrique. Ce qui est normal pour une société qui veut une expansion, mais ce qui peut paraître abusif au certain nombre de pays africains qui ne veulent pas qu'une multinationale puisse contrôler en tout état de cause tout ce qui se passe dans leur pays. Et sur ce point-là, après avoir été écarté et choisir le groupe TIL, effectivement, qui a également quelqu'un de très puissant en France, qui est M. Alexis Colère, qui est le secrétaire général de la présidence en France et qui a été directeur financier de ce groupe-là qui soumissionne. Bon, donc, ça, ils ont été écartés et ils ont saisi en référé administratif le tribunal de Douala, le tribunal administratif de Douala. Et le tribunal administratif de Douala a rendu une décision qui concerne en disant qu'il faut surseoir à continuer, etc. Et ce qui me paraît plutôt choquant, c'est qu'au moment où on dit qu'il faut surseoir, il y a une décision de justice,
une lettre de la présidence leur demande de continuer. Il faut préciser, Maître Emmanuel Passy, que le port autonome de Douala a sollicité la Cour d'appel par rapport à cette décision et a estimé qu'ayant sollicité la Cour d'appel, il y a une suspension de la décision d'exécution ce soir. Est-ce que c'est vrai? Non, je vais vous dire une chose. C'est comme si quelqu'un est en train de construire. Vous avez un litige sur un terrain. Quelqu'un est en train de construire. Le juge rend une décision d'arrêt des travaux. Le gars fait appel et continue à faire les travaux. Et comme les gens travaillent jour et nuit, à la fin, avec les longueurs de procédure, il aura fini la maison pour mettre le tribunal devant le fait accompli. C'est ce que le président a voulu arrêter. Effectivement, c'est vrai que la France a l'habitude, et ce n'est pas une mauvaise chose, de pouvoir faire des interventions pour leur société à l'extérieur. Et la venue de M. Le Drian concorde également avec les nouvelles relations qui sont avec la France. Je tiens à rappeler ici que pendant un certain temps, moi j'ai pu le voir à Paris, le président Biya était quasiment persona non grata à l'Élysée. On n'en voulait pas pour un certain nombre de mesures. L'opposition, qui a beaucoup de médias avec elle, a écrit beaucoup. Tout le monde lit en France, les ambassadeurs. Et on a demandé au président Biya de faire un certain nombre de réformes et de faire... Vous n'oubliez pas qu'un certain nombre de processus d'investissement, la France, malgré tout, est un pays qui investit beaucoup au Cameroun, même si les investissements français ne me semblent pas être de bon augure. Je tiens sur ce à donner l'exemple du pont sur le Vouri, 752 mètres, plus de 165 milliards, c'est le pont le plus cher qui existe au monde. Et ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas bon. Bon, seulement dit, le problème, et vous le savez peut-être pas, lorsque les gens écrivent à la présidence, il existe des directions, du courrier, etc. Les courriers n'arrivent pas. Ou bien les gens contrôlent. Et est-ce que le président Biya avait la teneur réelle du problème? Puisque lorsque le secrétaire général de la présidence avait écrit pour demander de faire fi à la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Douala pour continuer tout simplement avec la société Terminal Investment Limited, le dossier a été présenté par monsieur Le Drian. Et c'est tout à fait normal. La France le fait toujours. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème avec une société française importante, la France intervient toujours pour faire. Bon, pour l'instant, ce que la décision est arrivée, je rappelle également que le port autonome de Douala, c'est 100%, appartient à 100% à l'État. Effectivement, il y a ce qu'on appelle une tutelle technique qui est le ministère des Transports et une tutelle financière qui est le ministère des Finances. Mais sur ce point-là, la décision, même la décision de nomination du PCA, c'est toujours le président de la République qui propose le TCA. Effectivement, et je crois qu'on a raison qu'au niveau, j'allais dire, de la procédure telle qu'elle a été faite, la procédure n'a pas respecté les canons tout simplement de passer par le président du conseil d'administration en lui donnant des instructions pour pouvoir le faire. Mais au Cameroun, on a l'habitude de savoir que lorsque le président a dit quelque chose, et on en parlera tout à l'heure, c'est devenu une lettre d'évangile, tout le monde, il faut stopper. Donc là, le secrétaire général a dû se faire harakiri, parce qu'on lui a demandé de faire le contraire de ce qu'il a dit. Et il a été obligé de pouvoir le faire pendant la présence de Le Drian au Cameroun pour que ce soit effectif. Et là, effectivement, il faut qu'on rentre dans le jeu. Je suis tout à fait d'accord, même si Terminal Investment Limited propose beaucoup plus que ce que Bolloré a fait en 15 ans, mais Bolloré est là et il faut lui permettre de soumissionner. C'est ça mon problème. Mon problème, ce n'est pas le choix. Et à ce moment-là, on pourra, à ce moment-là, dans la commission des marchés, choisir. Mais lorsqu'on demande, parce qu'ils ont demandé ça au tribunal, qu'ils fournissent des éléments qui permettait d'abord de les écarter et de faire en sorte qu'on choisisse les autres, le tribunal a demandé le surseoir. Et sur ce point-là, je dois le dire ici, Madame Moukwade, qui est la présidente du tribunal administratif de Douala, est une dame qui est très rigoureuse. Ce n'est pas un problème du chef d'État. Le chef d'État n'a rien à voir avec ça. Je rappelle que le président Biya est un juriste de haut vol. Il a eu ses diplômes de 3e cycle avant les années 60. Et qu'avec son expérience, il peut juger. Et lorsque M. Le Drian présente le problème, il a voulu tout simplement que tout revienne à la justice. Justement. Et je crois que c'est une bonne chose qu'au Cameroun, qu'on ne prenne pas la justice comme une serpillière
Et là, sur ce point-là, le secrétaire général a eu tort. Quelles que soient les rencontres, le tribunal administratif de Douala, moi je sais, j'ai été personnellement débuté. Cette décision du président est une bonne décision. Cette correspondance du secrétaire général de la présidence de la République intervient après que le port autonome de Douala ait vanté les avantages économiques et financiers avec l'entrée en scène d'un nouveau concessionnaire. Martin Mombazine, comment comprendre cette situation? Il y a un port autonome de Douala qui communique sur les avantages financiers et économiques existants avec l'entrée en scène d'un nouveau concessionnaire pour le terminal à conteneurs de Douala, évoquant les centaines de milliards de francs CFA que pourrait gagner le Cameroun avec la signature de ce contrat. Et que le chef de l'État demande à son secrétaire général de suspendre les termes de finalisation de ce contrat-là. Quel signal cela envoie aux investisseurs? Quels sont les enjeux politiques et économiques selon vous d'une telle décision? Je voulais déjà dire que, voyez-vous, la gouvernance nous suit toujours au Cameroun. C'est-à-dire que pour moi, c'est des problèmes de gouvernance. Vous savez, lorsqu'on regarde ce problème aujourd'hui, il me semble qu'il y a un véritable problème d'asymétrie de l'information entre la présidence de la République et le reste du monde, le reste du pays. Parce que il me semble que si ce problème avait été régulièrement débattu, si l'information circulait normalement, on n'en serait pas arrivé là. Je veux par là dire que la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui, me semble-t-il, est tributaire de la cadence des rencontres qui se produisent entre le président de la République et ceux qui sont en charge de mettre sa politique en pratique, notamment à travers les conseils des ministres. Vous savez très bien que lorsqu'il y a des conseils des ministres qui sont hebdomadaires, un tel problème ne se serait jamais posé. Vous comprenez? Ça ne se serait jamais posé, puisque c'est des sujets qu'on amène toutes les semaines et le président au courant semaine par semaine. Donc, avant de parler des effets bénéfiques de la proposition, près de 350 milliards, 60 milliards en 15 ans, ce qui est largement au-dessus de ce que le groupe Bolloré proposait. Je vous ai dit qu'on demande aux entreprises publiques qui ont maintenant des statuts d'entreprise privée, donc commerciales, d'avoir un seul objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, économiquement parlant, ce choix est un choix objectif. Ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est-à-dire que Thiel n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part, Thiel a l'expertise dans ce secteur-là, et donc, si à cette expertise vient s'ajouter la performance économique des ports autonomes, comment voudriez-vous que la direction, le top management du port autonome puisse refuser cette proposition, puisqu'elle paraissait sur le papier meilleure que celle de Bolloré? Mais non, ils n'ont pas subventionné. Non, je dis ceci. Oui, non, ils n'ont pas subventionné, donc vous ne pouvez pas comparer, c'est pour ça. C'est un rectificatif que j'apporte. Ils n'ont pas subventionné. Il y a eu un appel d'offres international et APMT et Bolloré faisaient partie de ceux qui ont déposé leur dossier. En janvier 2019, il y a une publication. Ils ont été disqualifiés, mais il y a une proposition au départ. Disqualifiés pour insuffisance. Monsieur Nefelé, je vous en prie, Martin. C'est comme si vous disiez qu'à chaque fois que vous faites une demande de travail, enfin, vous répondez à une offre de travail, une offre d'emploi. Vous savez pourquoi est-ce qu'on écarte votre dossier? Il y a des critères qui sont propres à la structure qui est en charge de faire l'arbitrage. Vous n'êtes pas sûr que lorsque moi je dépose mon CV par exemple, je ne sois pas le meilleur. Qu'est-ce que vous en savez, M. Penty? Moi je vous dis, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que sur toutes les évaluations étape par étape, l'offre de Thiel est largement au-dessus et ça permet au port autonome sur les 15 ans d'avoir des résultats qu'elle n'a jamais eus avec le groupe Bolloré. Ça, c'est d'un. De deux, que voulez-vous aujourd'hui lorsqu'on sait que le dernier classement Doing Business dit que le Cameroun est 166e? À reculer d'un rang. Donc c'est pour vous dire que dans les critères, parmi les critères, il y a la gouvernance, il y a le climat des affaires, il y a des infrastructures. Vraiment, je vous dis, les répercussions de cette histoire, quelle qu'en soit l'issue, sont négatives pour notre économie et pour notre aura au plan international. Maintenant,
nous devons corriger. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que fait un directeur général d'une structure à qui on demande des résultats. On ne sait pas ce que joue, le rôle que joue un PCA d'une structure dont on demande des résultats. Et si d'aventure maintenant, il est dit que ce fonctionnement peut être remis sur l'ensemble des autres structures d'État, c'est un très mauvais signal pour notre économie et pour les investisseurs qui veulent mettre de l'argent dans le pays. Le groupe Bolloré a à réagir à l'annonce du port autonome de Douala sur les avantages économiques et financiers qu'offre-t-il, estimant qu'il y a un caractère illusoire, car la plupart des redevances annoncées sont des redevances variables, assises sur des trafics qui ont été volontairement surévalués. Est-ce que vous le pensez? Non, je ne le pense pas. À ce stade de la compétition, si je puis dire ainsi, personne ne s'hasarderait à mettre sur le papier des choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas justes. Non. Je pense que Bolloré a cet avantage qu'ils sont avec le Cameroun, la France et le Cameroun, une relation traditionnelle. On s'est dit à la limite que, bon, comme c'est quand même des gens avec lesquels nous entretenons des relations particulières, on peut essayer de revoir la chose. Non, je vous ai dit ceci, plusieurs fois, vous envoyez vos CV pour un job, vous ne pouvez pas savoir pourquoi est-ce que votre CV, qui est le meilleur, n'est pas retenu. C'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va aller de gauche à droite. Non. Il y a eu un appel d'offres. Le groupe Bolloré peut-être s'est senti ne pas être capable parce que le moment venu, il n'était pas prêt. Aujourd'hui, ils reviennent pour dire que nous ne sommes pas d'accord. Peut-être qu'ils vont s'allier, mais ils ne sont pas là pour juger si il a la capacité de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas leur job. Leur job de faire aussi une offre qui serait peut-être mieux que celle du groupe TIL. Mais le passé de Bolloré, qu'on le veuille ou pas, le suit aussi. C'est-à-dire que nous ne faisons pas comme si Bolloré uniquement au port, parce que le port est sucré. Je parle toujours des choses de façon simple. Le port est sucré parce que l'argent qui vient du port est facile. Quel est l'enjeu de la maîtrise de la concession de ce terminal à conteneurs à Douala? Le Cameroun est un grand pays. Je répète, ça ne me jamais s'il ne veut pas. Le Cameroun est un grand pays. Était un grand pays. Le Cameroun est un grand pays. Le Cameroun, les potentialités... 66e pays dans le monde. Monsieur Damen, je parle en termes de potentialité. Ah, ben ouais, dans ça. Donc je vous dis que, je vous dis, il suffit que l'on bouge de 2-3 fois rapidement pour que les choses se mettent en ordre. Mais je dis ceci, pourquoi est-ce que le Cameroun reste un pays attractif? Parce que nous sommes un grand pays avec un potentiel économique fort. Donc, tout pays, toute entreprise qui fait dans le transport maritime est naturellement intéressé par la gestion du port de Douala. Donc, aujourd'hui, si c'était quelque chose d'aussi neutre, naïf, Bolloré ne revenait pas. C'est parce que le Cameroun est au centre du développement de cette zone, de CEMAC, et y compris même les pays d'à côté. Donc, ne pensez pas que même si ça marche pas bien comme on le souhaite, sous prétexte que les structures qui sont en charge de gouverner ou de mettre en place en musique les programmes économiques de notre pays, le Cameroun reste et restera toujours un grand pays qui va toujours et toujours attirer les investisseurs. Et le président directeur général du groupe Bolloré, Cyril Bolloré, a sollicité en septembre en 2019 l'arbitrage du chef de l'État afin que l'accord spécial signé le 4 octobre 2017 entre le port de Douala et DIT soit mis en œuvre. Selon sa correspondance, cette mise en œuvre permettrait de solder à l'amiable les différends opposant le port de Douala et DIT et de relancer un appel d'offres de mise en concession du terminal à conteneurs sur une base sereine. Edmond Kambia, cette sortie, cette demande d'arbitrage du chef de l'État introduite par Cyril Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, demandant à ce qu'il y ait d'abord le respect d'un accord qui a été signé entre le port autonome de Douala et DIT, et ensuite il demande qu'on relance un appel d'offres sur une base sereine pour permettre également à Bolloré d'être dans le jeu. Pensez-vous que cela a joué un rôle dans cette décision du chef de l'État? On ne peut pas le nier, ça a joué un rôle dans la décision du chef de l'État. Et on n'est pas surpris que le chef de l'État soit intervenu. On connaît tous les capacités et le réseautage du groupe Bolloré en Afrique et partout ailleurs. On connaît leurs relations avec les dirigeants africains. J'ai dit, on n'est pas surpris. Si quelqu'un est surpris, c'est qu'il est naïf.
naïf complètement. Et cela dit, vous parlez du mois de septembre 2019. Effectivement, en septembre 2019, justement, dans l'édition de la nouvelle expression du vendredi 20 septembre 2019, nous rappelions que le concessionnaire sortant du port autonome, sortant du terminal à conteneurs de Douala, refusait d'accepter sa mise à l'écart. Et nous concluons notre article en disant que Bolloré n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est un article de la nouvelle expression du 20 septembre 2019. Bolloré n'a pas dit son dernier mot. Et avec les rebondissements auxquels on assiste depuis quelques jours, nous sommes vraiment, dans notre rôle, nous sommes... En fait, les faits nous donnent raison. Que Bolloré n'avait pas dit son dernier mot. Mais dans fait, aujourd'hui, nous avons le sentiment, je préfère dire, nous avons le sentiment, en attendant que les choses se terminent, nous avons le sentiment que la messe est dite. Parce qu'il y a plusieurs arguments, plusieurs éléments historiques même, récents de ces dernières années, qui nous montrent que le groupe Bolloré a un réseau d'influence auprès des dirigeants africains et l'actuel président français, à mi-mandat, qui a besoin d'un accompagnement de ses homologues africains et notamment du chef de l'État camerounais dans sa campagne qu'il va bientôt préparer parce qu'il tient à avoir un second mandat également, il faut le dire. Et tout ça rentre dans un certain nombre de conjonctures qui nous amènent à penser que ce qui est arrivé il y a quelques jours ne devrait pas nous surprendre. La messe est dite. Mais Cyril Bolloré estime que les entreprises de son groupe font l'objet de dénigrements et de campagnes de sabotage au Cameroun de la part de certaines autorités et de certains médias. Dans sa correspondance, il insiste sur le fait que le groupe Bolloré a déjà investi 300 milliards de francs CFA au Cameroun avec plus de 5000 employés. Est-ce que ces arguments, selon vous, ont amené le président de la République à demander d'abord la suspension des termes de la finalisation du contrat avec un nouvel opérateur pour le terminal à conteneurs à Douala? Nous ne lisons pas dans la boule du cristal, mais nous faisons des investigations, nous faisons des enquêtes et nous sommes capables, sur la base des enquêtes que nous faisons, d'analyser. Rappelez-vous, en 2015, juillet 2015, le président François Mitterrand arrive au Cameroun dans une visite... François Hollande arrive au Cameroun dans une visite d'État. Et lors de la conférence conjointe de presse, à laquelle j'ai pris part, avec le PDG Séverin Tchunke du groupe Equinox, nous étions dans la salle. La conférence conjointe Paul Biya-François Hollande. À un moment donné, il y a eu des questions des journalistes aux différents chefs d'État. Paul Biya, dans une réponse à une question d'un journaliste étranger, répond en regardant face à face François Hollande et lui dit « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ». Et cette réponse cinglante venait à la suite d'une question, j'allais dire, très provocatrice d'un confrère étranger qui qualifiait Paul Biya du dernier dinosaure politique, de fossile. J'avoue que la question, la formulation de la question n'était pas décente. Et cette réponse forte du chef de l'État à l'endroit du journaliste qui a posé la question, mais en regardant face à face son homologue qu'il recevait, montrait très bien jusqu'où le chef de l'État est capable d'aller ou de prendre position par rapport soit aux intérêts du Cameroun, soit à ses intérêts qui lui sont propres. Quand je parle de ses intérêts qui lui sont propres, c'est pourquoi je le dis maintenant en relation avec le groupe Bolloré. Que s'est-il passé? Souvenez-vous, il y avait cette affaire du terminal à conteneurs du port autonome de Kribi. Et on sait très bien que Bolloré n'était pas en bonne passe. Il était le moins bien classé pour obtenir le terminal à conteneurs du port autonome de Kribi. Mais finalement, après la visite de François Hollande au Cameroun, après les discussions qu'ils ont eues en tête à tête, est-ce que Bolloré a obtenu le terminal à conteneurs de Kribi ou pas? Oui, la réponse est oui. Nous ne serons pas surpris que cette fois-ci également, dans le cadre de la suspension de la procédure, n'est-ce pas, de passation de la concession du terminal à conteneurs du port de Douala-Bonabéry, que les choses aillent dans le sens du renforcement des liens de coopération, d'amitié entre le Cameroun et la France. Alors cette décision intervient au moment où Jean-Yves Le Drian dit qu'il est venu relancer la coopération économique entre la France et le Cameroun. Avec vous, est-ce que vous avez le sentiment
que cette décision demandant la suspension de la finalisation des termes du contrat pour la passation de la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, est-ce que cela est en train d'être fait dans l'intérêt des Camerounais, dans l'intérêt du Trésor public qui a besoin d'argent venant de ses concessionnaires pour renflouer les caisses de l'État? D'abord, je répète qu'il n'est pas déraisonnable de penser que M. Bolloré ait introduit une requête en sursis par rapport à la décision du 8 janvier du directeur général de la PAD de Douala. C'est tout à fait, sur le plan juridique, tout à fait raisonnable et logique. Maintenant, on ne peut pas être naïf ou candide au point de penser qu'il n'y a pas eu de négociations, n'est-ce pas, politiques ou politiciennes entre M. Biya, qui est l'ami personnel de Bolloré, et M. Bolloré lui-même. M. Bolloré Vincent est à la retraite depuis un certain temps maintenant. C'est son fils, Cyril, qui gère les affaires de son papa, du groupe Bolloré. Donc, M. Bolloré a fait une sortie il y a quelques semaines parce qu'il pensait qu'effectivement, il était en train de perdre le port de Douala. Et d'ailleurs, Edmond fait référence à un article du journal Nouvelle Expression qui disait que Bolloré n'a pas dit son dernier mot. Donc, il est clair aujourd'hui qu'il a agité ses réseaux france-africains. Je rappelle au passage que M. Bolloré est vomi un peu partout en Afrique. On l'a chassé comme un chien malpropre au Bénin. Au Niger, il a été chassé. Et l'image du groupe Bolloré aujourd'hui en Afrique est particulièrement mauvaise. Je ne prends que Cam Rai. Ils ont pris, n'est-ce pas, je crois, c'est en 2002 qu'ils ont pris la gestion, l'exploitation de Cam Rai. Vous voyez l'état aujourd'hui de Cam Rai. Les plus de 235 morts des ECA, est-ce qu'on les a indemnisés? Il n'y a rien eu par la suite. Donc l'image du groupe Bolloré est totalement ternée. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'intérêt du Cameroun, il est où? Faites bien de poser la question. Il est où l'intérêt du Cameroun? C'est des relations de népotisme et de clientélisme depuis très longtemps. M. Bolloré s'engouffre dans une vieille relation france-africaine depuis très longtemps. Moi, je suis pas déçu par M. Macron parce qu'on sait très bien que tous les présidents français ont toujours voulu préserver leurs intérêts en Afrique. C'est ça qui compte pour eux. Et Bolloré fait partie un peu du plan, n'est-ce pas, de président Macron et autres pour effectivement maintenir l'influence française en Afrique et notamment au Cameroun. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un monde multipolaire. Aujourd'hui, on a la Russie qui lorgne vers l'Afrique de plus en plus. Vous avez la Chine depuis un certain temps. Vous avez, comment dirais-je, les États-Unis, bien entendu. Vous avez bien entendu la France qui pense que ses intérêts sont grignotés de plus en plus en Afrique francophone. Or, elle considère l'Afrique francophone comme son précaré, encore une fois. Donc, c'est à nous de défendre aussi notre attitude. Ce n'est pas ce que est en train de faire, malheureusement, l'occupant des tout-dits. Ça n'est pas étonnant. Depuis un certain temps, depuis au moins 3 décennies aujourd'hui, il est en train de charcuter le Cameroun comme un gâteau. Donc voilà le vrai problème. L'enjeu, il est d'abord politique. Bon, on peut supputer sur le plan juridique ou judiciaire, mais ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas imaginer un instant que M. Bolloré puisse se faire éjecter ou réattribuer la gestion du port sans une intervention politique. D'ailleurs, Edmond l'a rappelé, quand M. Hollande arrive notamment au Cameroun, au lendemain, alors que Bolloré ne figurait même pas dans la shortlist, n'est-ce pas, des concessionnaires, eh bien, il est parachuté comme par enchantement dans cette liste. C'est la même logique. Est-ce que vous ne pouvez pas penser que l'offre du groupe Bolloré soit la plus pertinente après arbitrage du président de la République pour lui permettre à ce groupe de continuer à mener des investissements pour le bien-être général des Camerounais et du Trésor public? On a dit que Bolloré paye bien ses salariés, je veux bien le croire. Mais ce qu'on doit regarder, quand on parle des grands agrégats économiques d'une nation, on regarde l'impact, n'est-ce pas, dans une nation. Regardez la France, par exemple, dans ses relations économiques avec l'Afrique, et avec le Cameroun en particulier, de 98 à 2005, la part de la France était d'environ 20% de chiffre d'affaires généré seulement au Cameroun. Dans toutes ces transactions avec les pays africains francophones. Le Cameroun seul avait 20% de chiffre d'affaires réalisé pour la France. Aujourd'hui, la France est à moins de 5%. Donc, effectivement, elle est dans une panique parce qu'elle pense qu'aujourd'hui, si elle ne fait pas ce genre d'interventionnisme politique, en envoyant M. Le Drian au Cameroun, eh bien, les Chinois vont tout manger, les Italiens, parce qu'en vérité, MSC appartient à M. Gianluigi et Peste, qui avaient déjà eu l'attribution provisoire de cette gestion du port. Ça, c'est connu. Donc, la France, maintenant, met le clavier politique pour essayer d'arracher ce qu'elle peut arracher. Mais en tout cas, l'intérêt du Cameroun est nul là-dedans. Quel est l'impact économique du Cameroun dans cette affaire? D'autant plus que la sécurité
juridique fout le camp. Alors, que diraient les investisseurs potentiels qui voudraient venir intervenir ou investir au Cameroun quand ils voient les images pareilles? Ils vont dire que voilà, pour être implanté au Cameroun, il faut connaître l'occupant des Toudi, il faut connaître Ngongo, il faut connaître ainsi. Et donc, forcément, quand vous n'avez pas ces claviers, ce réseautage, il est quasiment impossible d'avoir, n'est-ce pas, un marché, une concession. On a beau parler d'offres internationales, mais ça, ce n'est que du vernis. Dans le fond, on sait très bien que vous ne pouvez pas avoir la gestion d'un port à conteneurs au Cameroun, en Afrique ou partout ailleurs, sans avoir une inféodation politique. Voilà l'enjeu principal. Si vous lisez cette affaire sur le plan uniquement juridique, vous vous fourvoyez complètement. Bolloré, c'est quelqu'un qui est très implanté. Il est ami à pratiquement tous les chefs d'État en Afrique. Regardez en Guinée-Conakry, la campagne de M. Alpha Condé a été financée par le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré a ouvertement dit qu'il offrait le meeting, qu'il offrait des concerts populaires à M. Alpha Condé, qui est venu comme ça, en grande pompe sur la tribune, faire sa campagne. Mais rien n'interdit à un investisseur de choisir un candidat à une élection présidentielle. On peut le penser, mais en vérité, on voit bien une inféodation, une connivence assez détestable entre ces groupes coloniaux ou néocoloniaux et la politique africaine. Moi, ce qui compte, c'est que c'est l'intérieur du Cameroun qui n'y est pas du tout. Il faut préciser que pour le cas de l'accident ferroviaire des ECA, Camrail a déclaré que le processus d'indemnisation est en cours de finalisation concernant les victimes de cette catastrophe ferroviaire. Maître Emmanuel Pincy, sur les critiques formulées à l'encontre de l'interventionnisme français pour positionner les entreprises françaises qui, dans une procédure normale, ont été mises à l'écart. Comment expliquez-vous la décision du chef de l'État? Est-ce qu'elle entre dans le cadre de préserver les intérêts du Cameroun? Pour moi, la procédure n'a pas été normale. La procédure n'a pas été normale, celle d'écarter Bolloré, en disant qu'ils étaient incapables, alors qu'ils ont investi 300 milliards au Cameroun. Bon, on peut faire des critiques au groupe Bolloré. Moi, je comprends très bien que les États africains ne veulent pas qu'une seule société multinationale puisse monopoliser tous les ports africains. Ça va entraîner encore le fait que, parce que si vous tenez le port, vous tenez le pays. Et ça, au point de vue de l'indépendance, ce n'est pas une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose qui est acté. Cela dit, moi, ce que je veux, c'est que la concurrence doit être loyale. C'est ça. Et ici, sur ce point-là, on a dit que l'intervention de part et d'autre, est-ce que la décision qui a été prise dans le cadre d'une concurrence loyale? Je ne pense pas. La deuxième chose, ce qu'il faut savoir, par exemple, si vous allez aux États-Unis, à Washington, il y a un élément très important dans le cadre de toutes les procédures, c'est ce qu'appelle le lobbying. Le lobbying fait partie des procédures. Après avoir, quand on a vu que malgré la procédure qui demandait de surseoir, qu'on ait continué, c'est grâce au lobbying qu'on est arrivé à cette solution par le chef d'État. Parce que ça a permis un réexamen au plus haut niveau. Même si la procédure n'a pas été suivie, quand le président de la République, qui est en tête compte à la tête de l'État du Cameroun, et l'État est le propriétaire à 100% du port, décide qu'il faut attendre la décision du tribunal, je pense qu'il met le tribunal au centre du jeu. Et en tant que juriste, je pense qu'il a fait un bon arbitrage. Quels sont les scénarios possibles aujourd'hui qu'il y a eu la suspension des termes la suspension de la finalisation du contrat et que tous les regards sont tournés vers la justice? Quels sont les scénarios possibles aujourd'hui? Alors, la procédure, ils ont fait une procédure, ils sont pourvus devant la chambre administrative de la Cour suprême. Et après ça, il y aura une procédure au fond. Vous comprenez? Donc, ça peut mettre un peu de temps. Parce que là c'est simplement un référé, une procédure en urgence pour attendre. Bon, après, mais rien n'empêche, pour empêcher que la procédure ne dure. Parce que comme le Bolloré est là, on ne va pas laisser le port sans terminal à conteneurs. Donc, si la procédure dure, le Bolloré va être là encore pendant quelques temps en attendant. Bon, mais son contrat est censé s'achever cette année. Il y a eu une négociation en 2017 pour poursuivre le contrat d'au moins 4 ans encore, voilà, en attendant des négociations. Comment ça va se gérer concrètement? Non, je dis que les négociations sont en cours. Et le groupe Bolloré a, d'ailleurs, vous avez souligné cela, a émis un certain nombre en disant qu'il y a des accords qui ont été signés.
Donc il y a certainement des fonds à remettre à Bolloré. Bon, c'est une affaire de gros sous. Et sur ce point-là, contrairement je voudrais rappeler que quelque chose d'important, il y a eu à une époque ce qu'on appelait la doctrine Balladur. La doctrine Balladur, qui était Premier ministre de la France, c'était de dire que l'Afrique n'était pas importante, hein, et que la France s'est écartée tout simplement de l'Afrique. Et on a vu que lorsque la France s'est écartée, mais il y a d'autres pays qui sont rentrés en force, notamment la Chine. Là, vous avez entendu ce qui s'est passé en Russie, où le président russe, Vladimir Poutine, a dit que là, les gars sont en train de vous, je prends le mot, hein, comme au village, truander. Ils ne vous donnent pas les bons contrats, ils font n'importe quoi, moi je vais faire le reste. Et donc il y a une concurrence. Et contrairement à ce qu'a dit N'Djamène, si les pays du monde entier s'intéressent aux pays africains, notamment au Cameroun, c'est parce qu'effectivement, il y a des ressources minières, il y a d'autres ressources dont ces pays-là ont besoin. Donc c'est très important de faire en sorte que d'être présent sur le site. La Chine, vous le savez très bien, n'a plus suffisamment de territoire. Le riz que les Chinois produisent ici, ils le ramènent chez eux. Les Chinois qui meurent ici, on ne voit jamais quand le corps part. Et on a vu tout simplement que dans les mines d'or, sur le corps, il y avait peut-être les mines d'or qui partaient, de l'or qui partait. Donc le Cameroun intéresse pas mal de pays africains et que la concurrence doit être loyale. C'est ce qui est important. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un village que moi, j'ai beaucoup de respect pour le secrétaire général de la présidence du Cameroun, mais il faudrait savoir que quand il y a des procédures en cours, il faut qu'il respecte les décisions des tribunaux. Ça, je crois que c'est ça qui est important. Après ça, je ne suis pas sûr que Terminal Investment Limited est éliminé, puisque on attend la fin de procédure. Donc, ils ne sont pas encore éliminés. On est dans une situation de statu quo. Et après, on va voir ce qui va arriver. Mais quelles sont les conséquences politiques de ce statu quo où des investisseurs ont déjà planifié un certain nombre de plans à mettre en œuvre en prenant les clés de ce terminal à conteneurs dès janvier 2020 et qui est là côté. Ils n'ont pas encore pris les clés, mais il y a des planifications qui ont été faites. Oui, mais il y a le groupe Bolloré qui lui aussi s'impatient de pouvoir il ne faut faut pas que tous prennent le Cameroun comme une république bananière. Même si on produit de la banane. C'est une république bananière, c'est le cas de le dire. Non, le Cameroun est aujourd'hui, depuis très longtemps, une république bananière. Le Cameroun, comme d'autres pays d'Afrique, sont devenus le vivier de ces réseaux africains, français, qui viennent se servir. On ne peut pas mettre comme ainsi. Pensez un instant que les Français puissent être indifférents à l'implantation de leurs entreprises en Afrique francophone notamment. Ce n'est pas possible de penser le contraire. Que ce soit Total, Orange, ce sont des viviers d'agents secrets français. On ne va pas accuser les entreprises françaises, même si elles sont installées au Cameroun, sans avoir les preuves des faits qui sont rapportés. Ce que je voudrais dire, c'est que la justice est au centre des conventions. Et ça me réjouit, tout simplement. Parce que même aussi bien Terminal Investment Limited a utilisé son lobbying, notamment avec les rencontres qui auraient eu lieu en Suisse, avec le secrétaire général, et que M. Keller, Alexis Keller est un numéro 2, serait actionnaire ou bien ça appartient à sa belle famille. Oui. Bon, donc c'est un jeu qui se fait entre déjà une entreprise française, etc. Même si Dampoul est là-dedans, on sait très bien que je ne suis pas certain que le fait que Dampoul soit dedans soit une bonne chose, hein, parce que ses réactions avec Nestel ne me semblent pas de très bon augure par rapport aux investissements qui ont été faits par les Chinois. Il paie ses impôts au Cameroun. Non, c'est pas ça, mais les autres aussi paient les impôts. Et en même temps, il y a des impôts indirects. Les 5500 salariés, c'est quelque chose qui compte. Tout à fait. La procédure de lobbying, je dois le dire, je vous assure. D'ailleurs, le Cameroun paye une fortune, je pense, 55 000 $ par mois à une société aux États-Unis pour le lobbying en faveur du Cameroun. Donc le lobbying fait partie intégrante des procédures qui sont faites. C'est-à-dire, vous ne fonctionnez pas au niveau du tribunal, vous voulez, malgré le fait qu'on vous dise d'arrêter, de faire de sursis, vous voulez continuer. On utilise notre maintenant, on va sur cet interventionnisme français qui laisse présager une nouvelle ère de la France-Afrique. Au moment où il y a eu un sommet Russie-Afrique auquel le chef de l'État a été convié, mais n'a pas fait le déplacement à la dernière minute et a rencontré Jean-Yves Le Drian le jour où s'ouvrait le sommet Russie-Afrique à Sochi. Comment expliquez-vous, analysez-vous les enjeux géoéconomiques
qui se dessine sur le théâtre du continent africain? Vous savez, la Russie est un grand pays, un très grand pays. Et tout porte à croire que depuis la prise en fonction de M. Poutine, la Russie a traversé une nouvelle étape dans sa façon de voir le monde, surtout au plan économique au niveau de la défense. Mais je ne pourrais pas continuer sans toutefois vous dire ce que je pense de ce que nous avons discuté tout à l'heure. Laissez la France tranquille, laissez les Français tranquilles, laissez les Américains tranquilles. Le problème du Cameroun, c'est les Camerounais. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Le problème du Cameroun, c'est les Camerounais. Ce n'est pas Bolloré, ce n'est pas Macron, c'est nous-mêmes, c'est nos dirigeants, c'est nos hommes. Nous sommes incapables de défendre sans intérêt égoïste le Cameroun. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, que ce soit la Russie, les forums, ce n'est pas le problème du Cameroun aujourd'hui a mal de ses hommes. Le Cameroun a mal de ses hommes. Tout le monde regarde son nombril. Les autres pays ne fonctionnent pas comme ça. Vous avez vu le dernier classement de Doing Business? Le Cameroun a encore reculé. Les pays comme la Djibouti sont devant le Cameroun. Voyez-vous, monsieur Cédric Noufélé, de tous les pays, les premiers pays économiquement parlant en Afrique, il n'y a aucun pays de la zone franc CFA. Pour une énième fois. Ça ne vous dit rien, ça ne vous rappelle rien. Ni de l'Afrique centrale. Ni de l'Afrique centrale. Donc, c'est pour dire qu'on a échoué. Les politiques économiques qu'on met en place ont échoué. Est-ce qu'on a fait le bilan des aides? Moi, je l'aurais souhaité, si M. Dudran veut vraiment nous aider, de nous dire exactement qu'ont-ils fait du rapport de la Banque mondiale sur les surfacturations. Ces 30 milliards vont échouer dans les poches de qui? Mais monsieur Noufélé, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? La France défend les intérêts de la France. Une fois que la France nous donne de l'argent, faites-en ce que vous voulez, ce n'est pas leur problème. Ces aides-là, c'est des milliards que la France déverse depuis au moins 50 ans. Donc arrêtons de toujours de dire que c'est la France, que c'est Bolloré. Non, Bolloré, c'est normal, c'est un combat normal. Si nous pensions que la Russie était un point important, vous avez vu que même la France aujourd'hui, compte tenu des mouvements qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne, commence déjà à être très très proche de la Russie. La Russie, c'est un très grand pays. Simplement, la guerre froide, la sortie de la guerre froide a fait que certains pays attachés, comme des moutons avec l'Occident, n'arrivent pas à se départir de cette couverture-là pour essayer de s'épanouir de façon personnelle. Aujourd'hui, c'est le bilatéralisme qui marche. Donc, moi, je dirais que tout ce que M. Le Drian fait, c'est bien pour la France. C'est bien pour la France. Est-ce que c'est bien pour le Cameroun? J'ai dit non. Nous sommes aujourd'hui face à une situation très, très compliquée. Laquelle? Celle qui dit que nous avons une politique économique. Non. Moi, je dirais que le Cameroun n'a pas de politique économique. Le Cameroun a une politique budgétaire. Une politique économique, c'est deux leviers, le budget et la monnaie. Je vous dis encore, Cédric, allez regarder tous ces pays-là qui sont devant nous au classement n'ont pas une monnaie commune. Pourquoi voulez-vous continuer à parler? Toutes ces implications ont une certaine essence dans le fait que l'histoire de la monnaie. Et que ce soit ceux qui sont de l'opposition aujourd'hui, que ce soit ceux qui sont aux affaires, lorsqu'on a commencé à parler de cette histoire ici, ils disaient que non, vous êtes des aboyeurs, vous ne pouvez pas gérer une monnaie. Mais aujourd'hui, même la France a déjà mis le problème de la monnaie dans les prochains rendez-vous avec les pays de la zone. Ça veut dire que continuons à faire semblant, nous ne sortirons jamais de la situation dans laquelle nous sommes parce que nos dirigeants sont vulnérables. Vous savez quoi? La vulnérabilité, ça veut dire que vous n'êtes pas capable à un moment donné d'être vous-même. Et quand vous n'êtes pas vous-même, vous ne pouvez pas sortir d'une situation précaire. Et nos économies aujourd'hui souffrent parce que, justement, nous sommes en train de débattre de 30 milliards. Vous croyez que 30 milliards, c'est rien du tout. En un tour de passe-passe, les Camerounais à l'intérieur du Cameroun vous donnent les 30 milliards. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous prenez un seul sou
un seul centime de ces gens-là, vous vous liez les mains. Donc, M. Le Drian est dans ce rôle. Nous devions quand même considérer que la Russie est un grand pays, que la Russie peut nous donner des portes de sortie et que la Russie, ce n'est pas la Banque mondiale, ce n'est pas le FMI. Donc, ce que nos pays devraient faire aujourd'hui, c'est dire que non, nous ne pouvons pas refuser l'amitié avec la France. Le général de Gaulle disait, entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que les intérêts. Et la France a manifesté son intérêt pour la résolution de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a affirmé devant la presse que l'expérience française en matière de décentralisation peut profiter au Cameroun, qui doit mettre en œuvre ce système de gouvernance avec un statut spécial prévu initialement pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et en tout cas, ce qui ressort de ce grand dialogue national, Edmond Kambia, cela fait déjà plusieurs semaines que les Camerounais attendent l'application de ces résolutions du grand dialogue national. Le chef de l'État s'est rendu en France. Il a à nouveau reçu un émissaire d'Emmanuel Macron, le président français. Ils ont parlé de ce grand dialogue national, mais le ciel reste encore assez flou concernant la mise en œuvre de ces recommandations qui sont sorties du rapport final du grand dialogue national. Pendant ce temps, quelle est la réalité sur le terrain que vous avez observée? Avant de répondre à cette question, Cédric Noufélé, je voudrais achever mon propos en quelques secondes peut-être sur le précédent sujet, à la suite de Martin Ombazin, qui parlait de la nécessité pour les Camerounais de s'approprier les questions économiques nationales. Je voudrais suggérer aux groupements professionnels, aux groupements d'entreprises, notamment au GICAM, pourquoi pas, d'avoir une sorte de noyau dur, comme on en a connu en France sous François Mitterrand, où des hommes d'affaires, des grands capitaines d'industrie pouvaient se regrouper et jouer un rôle majeur dans l'économie nationale. Par exemple, lorsqu'il y a des appels d'offres au Cameroun, que face aux investisseurs étrangers, des capitaines d'industrie camerounais, des groupements d'entreprises puissent se mettre ensemble, constituer un noyau dur pour pouvoir contrôler les pans importants de l'économie nationale. Pour que ce ne soit pas toujours des sociétés étrangères, des multinationales, des investisseurs étrangers qui gagnent le gros lot. Et ça permettrait aux affaires menées par les Camerounais, les investisseurs camerounais, de fructifier les affaires et de donner plus d'emplois aux Camerounais. Ça, c'est ce que je voulais dire sur le dernier sujet. Maintenant, en ce qui concerne la crise anglophone, qui, il faut le dire, est le nœud du problème, est le problème majeur national au Cameroun aujourd'hui. La crise anglophone, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, j'allais même dire le conflit, parce qu'on n'est plus seulement dans la crise anglophone qui a démarré en 2016. Nous sommes en plein conflit, nous sommes en pleine guerre. Et la réalité, vous l'avez demandé sur le terrain, ce sont des officiers de la police, de la gendarmerie qui sont arrêtés, décapités, on ne sait par qui. On espère que des enquêtes seront menées. Depuis l'affaire Ayafor, la gardienne de prison qui a été tuée dans des conditions déshumanisantes, inadmissibles, inacceptables, et dont on attend toujours de manière officielle une réaction forte du gouvernement camerounais. C'est vrai que le gouverneur de la région du Nord-Ouest est allé rendre visite à la famille et a apporté le soutien de l'État à la famille, mais il faudrait une réaction forte du gouvernement camerounais à travers notamment une communication qu'on attend toujours du ministre de la Communication pour contrer et dénoncer ce genre de situation. Donc la réalité sur le terrain sont donc des morts, non seulement des forces de l'ordre, des forces de sécurité et de défense, mais aussi les populations civiles qui de plus en plus ont déserté les régions, les localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest et qui se retrouvent déplacés dans les régions francophones et les autres qui sont réfugiés au Nigeria. Et chaque jour qui passe augmente le nombre de personnes déplacées et réfugiées. Malgré les efforts qui sont faits, il faut le souligner, par le gouvernement dans sa politique d'assistance humanitaire vis-à-vis des déplacés, mais qui est toujours très insuffisante, malgré le rôle humanitaire que l'ONU a commencé à jouer au Cameroun pour pouvoir aider les populations en souffrance dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est dire qu'en réalité, malgré la tenue du grand dialogue national, il y a quelques jours à Yaoundé, on ne ressent pas, dans les faits, les conséquences de cette rencontre. Parce qu'on se serait attendu qu'après un tel dialogue, que les recommandations soient concrétisées dans les faits. Regardez ce qui se passe au Bénin aujourd'hui.
il y a eu un dialogue national au Bénin, après le dialogue national du Cameroun. Et ils ont tout de suite mis sur pied un comité d'experts qui travaille au jour d'aujourd'hui pour transformer les recommandations qui permettraient de transformer les recommandations en projets de loi qui vont passer au Parlement afin d'être adoptés. C'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui au moment où je vous parle. Le Bénin est très avancé. Bientôt, ils auront des lois qui seront issues des recommandations formulées par leur dialogue national. Chez nous, on n'en parle même pas. Bientôt, on a la session parlementaire. La session parlementaire, oui, l'Assemblée nationale va se réunir, le Parlement, ils vont se réunir. On ne sait pas s'il y aura un avant-projet, s'il y aura un projet de loi concernant les recommandations qui ont été formulées récemment au grand dialogue national. C'est vraiment de l'incertitude totale. Incertitude liée en partie par le tweet du chef de l'État qui disait qu'il va apprécier l'opportunité, la faisabilité, la capacité en fonction des moyens pour pouvoir mettre en œuvre les recommandations qui ont été formulées. C'est vrai, il a commencé par un geste fort qui a été applaudi, c'est-à-dire la libération de 333 anglophones camerounais qui avaient été arrêtés dans le cadre de la crise anglophone. Il a libéré les Maurice Kamto, les alliés de sa coalition et une centaine de membres, dont l'un est sur ce plateau, Célestin Djamène, dont je salue la présence, parce qu'il a fallu qu'il y ait cet arrêt de poursuite pour qu'il nous retrouve ici sur ce plateau. Mais je dis encore une fois, c'est insuffisant. Parce qu'il y a encore beaucoup de prisonniers politiques, il y a encore beaucoup de détenus anglophones qui n'ont rien à faire dans ces cellules. Je pense notamment pour la concrétisation, pour aller droit dans les solutions à la crise anglophone, il faut des négociations directes avec les acteurs de la crise anglophone. En commençant par ceux qui sont là, présents au Cameroun, à Yaoundé, Ayoub Sissoukou et ses camarades. Ils sont prêts à discuter. Il faut commencer avec eux et ensuite voir dans quelle mesure il faut discuter avec ceux qui sont encore dans les forêts. Cela fait déjà 3 semaines que ce grand dialogue national s'est tenu et que les recommandations ont été transmises au président de la République, Célestin Djamène. Pendant ce temps, sur le terrain, ce sont les populations qui continuent de subir les affres de la guerre contre les groupes armés séparatistes. C'est l'économie nationale qui en prend un coup du fait de la situation sécuritaire qui empêche les entreprises de pouvoir se déployer dans cette partie du Cameroun. Comment appréciez-vous le silence du gouvernement sur la mise en application des recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ce grand dialogue national? Mais d'abord parce que je pense que ce gouvernement n'a jamais été, imprégné du désir de dialogue. Parce que quand on parle de dialogue, il vaut mieux être très précis sur le terme et parler de bialogue. Il s'agit vraiment, sans jeu de mots, de bialogue. M. Biya se parle à lui-même. Comment a-t-il fallu attendre pratiquement 4000 morts pour engager un dialogue? Alors qu'il y avait les signaux étaient au rouge depuis 2016. Lorsque les avocats d'expression anglaise manifestaient sur leur mécontentement, sur leurs conditions de vie, sur la traduction du livre Ouada. Et ensuite, ça en a suivi les enseignants. Donc il y avait énormément de signaux rouges qui pouvaient interpeller l'occupant d'Etoudi, sur la base d'ailleurs de l'article 5 de la Constitution, qui lui donne le droit, n'est-ce pas, de s'assurer de la stabilité et de l'unité du pays. Or, dans le cas d'espèce, je pense que quand il y avait des échauffourées de plus en plus intensifiées dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'était quand même des éléments, d'analyse assez palpables pour pouvoir faire ne serait-ce qu'un voyage dans cette partie du pays. C'est la raison pour laquelle, pendant toute sa campagne, le président Kamto avait dit que l'acte premier qu'il poserait en tant que président de la République, c'est d'aller parler à nos amis dans le Nozo. Ce qu'il a fait. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel s'est emparé de la victoire du président élu, M. Maurice Kamto. Maintenant, ce que je veux dire, il y a un impact économique certain. Parce qu'en vérité, il n'y a plus d'investisseurs lucides qui puissent prétendre ou oser aller investir là-bas. Vous savez aujourd'hui que les ghost towns sont récurrents, les impôts sont imposés par les Amazoniens. Alors, la vraie question aurait été d'appeler à un véritable dialogue, c'est-à-dire mettre au cœur des discussions des acteurs principaux, en l'occurrence, M. Ayoub Tabé et son gouvernement virtuel d'Ambazonie. Donc, mon option, ce n'est pas la sécession, ça va de soi. Moi, je me bats pour un Cameroun unique et uni. Je ne me bats pas pour 2 Camerouns. Cependant, je pense que s'il y avait une volonté réelle de discuter, de résoudre la crise anglophone, on aurait engagé les pourparlers avec, entre guillemets, nos ennemis. Quand je dis ennemis, je mets des guillemets, pourquoi? Parce qu'en vérité, je suis sûr que les sécessionnistes ont lancé un cri d'alarme
un cri d'alarme qui nécessitait, n'est-ce pas, une écoute, ne serait-ce que attentive et trouver des vraies solutions, ne serait-ce que par le fédéralisme. Ça n'a pas été le cas. Donc, aujourd'hui, je continue de penser que M. Le Drian est venu parler de nos affaires. Il a eu un comportement paternaliste comme ses prédécesseurs. Le Cameroun peut résoudre ses propres crises. Ogbala dit, les problèmes des Camerounais sont posés par les Camerounais. Les solutions ne doivent et ne peuvent être que Camerounais. On peut le faire. Quand un couple a un problème, on essaie d'abord de s'arranger, de se parler entre nous. Le voisin ne peut intervenir que si la situation monte. On a l'impression aujourd'hui que ce pseudo-dialogue, ce dialogue, a plutôt intensifié les horreurs. On a vu la gardienne de prison, comme l'a cité Edmond tout à l'heure, qui a été horriblement présentée, n'est-ce pas, traînée dans les médias, partout sur les réseaux sociaux, la tête coupée, traînée avec ses parties génitales complètement éhontées. Alors on ne peut pas comprendre que le dialogue accouche d'une telle chose. Donc ça n'a pas résolu le problème. Parce qu'on a mis dans la salle du Palais des Congrès des gens qui ne reconnaissaient même pas l'existence du problème anglophone. Que faisaient les Pétain Mafani Moussonga? Que faisaient les gens de Diomomo? Que faisaient les gouverneurs de région, les présidents de section du RDPC dans ce dialogue? Ils n'avaient rien à faire. Il fallait inviter les vrais protagonistes, les gens qui créaient la tension dans cette région. Et je pense aujourd'hui encore, M. Ayoub Tabé reste incontournable si on veut véritablement sortir de cette crise. Je crois qu'il y a encore une chance de le faire. Aujourd'hui, est-ce que ce gouvernement est animé d'une intention de vraiment résoudre le problème? Je crois que la guerre génère beaucoup d'argent. C'est un gros business pour les généraux. C'est un gros business pour M. Paul Biya. Et c'est la raison pour laquelle il ne prend aucune initiative viable pour véritablement mettre fin à ce dialogue. Et voilà le cœur du problème. C'est un problème de gouvernance, tout le monde l'a dit sur ce plateau. Et je réitère qu'aujourd'hui se pose au Cameroun un problème de gouvernance et d'alternance. Et aujourd'hui, les présidents mal élus, c'est ça le vrai problème. C'est pas que nos présidents, la France fait ce qu'elle veut, elle fait ses affaires, oui, mais elles font les affaires en connivence avec nos dirigeants mal élus. Vous voyez qu'il y a un lien qui est naturel entre l'élection transparente d'un dirigeant et l'avenir d'un pays. Si vous analysez mal les gens, si les gens fraudent de manière récurrente, permanente les élections, il est évident qu'ils ne feront rien pour servir l'intérêt de leur nation, mais ils feront tout pour servir l'intérêt de leur maître. C'est ce que M. Biya est en train de faire aujourd'hui. Et sur le théâtre de la crise anglophone, l'armée dit être engagée pour défendre les populations et préserver l'intégrité du territoire. Cependant, la situation est loin de s'améliorer. Maître Emmanuel Pincy, les populations continuent de subir les affres de cette guerre. Cela fait 3 semaines que ce grand dialogue national s'est tenu, que les recommandations ont été formulées et adressées au président de la République. Comment expliquer cette longue attente dans l'application de ces recommandations? Moi, je dis que ça ne fait que 3 semaines. Et 3 semaines, ce n'est pas très long. Et contrairement à ce qui a été dit au Bénin, il y a eu le boycott des principaux partis de l'opposition, notamment M. Fabre, qui est leader de l'opposition, n'en faisait pas partie. Donc, c'est un dialogue qui est... on appelait ça quoi? Vous avez appelé ça dialogue, l'autre c'est quoi? Talon. Talon. C'est une talonnade. C'est une talonnade du président de ce dialogue qui ne peut pas fonctionner. Cela dit, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'expérience française de la décentralisation, qui est très importante. Et vous savez que la France est connue entre le jacobinisme et les Orléans, etc., qui font en sorte que le pouvoir central en France est très fort. Et qu'au Cameroun, ce qui dérange, c'est l'extrême centralisation du pouvoir. Et que ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une régionalisation. Ça, c'est une volonté que tout le monde demande. Donc, on ne peut pas continuer en temps... Je vais suivre mon dossier à Yaoundé. Et ça, les anglophones qui réglaient les problèmes avant chez eux, ne peuvent pas accepter d'aller régler le problème, arriver à Yaoundé, dans certains ministères, si vous êtes Bamléka, on parle Bamléka, dans d'autres on parle les bêtises, selon le ministère, les autres c'est les Aoussa, les Aladji, ça c'est du n'importe quoi. Donc il faut revenir à la régionalisation et la rente effective, et on sait très bien que, en ce qui concerne la décentralisation, ça fait depuis 1996, et là vraiment c'est trop long. Donc il faudrait que cette expérience française, qui n'est pas la meilleure du monde, mais qui est une expérience qu'on peut regarder
On a vu également l'autre manière, ça se passe également en Allemagne. Ils ont une autre manière de fonctionner. Avec les Länders, avec leur président, avec leur ministre. Peut-être que ça coûte très cher par rapport au budget de l'État, mais il faudrait voir les expériences qui se passent ailleurs pour essayer de les implanter ici, et ce ne serait pas une mauvaise chose. L'autre chose dont on a parlé également, c'est de voir que le Cameroun a quand même des situations très difficiles et que nous supportons cette crise anglophone qui est devenue maintenant, au-delà d'Ayoub Tabé, qui est quand même quelqu'un qui a donné des ordres pour assassiner et tuer. On peut voir, dans la mesure du possible, ce que fera le président de la République, mais sans parler de lui. Je crois que, pour ceux qui connaissent les prisons camerounaises, il faudrait arriver à une large amnistie pour pouvoir désengorger les prisons camerounaises. Ce serait déjà une très bonne chose. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que, effectivement, ces recommandations du Grand Dialogue National, auxquelles j'ai pris parti, en partie, ces recommandations soient suivies rapidement des faits. Parce qu'on a l'art d'attendre. C'est-à-dire ce qui se passe chez mon frère Ongwazim, à Yaoundé. Il faut dire que là-bas, on a l'art de savoir attendre. Or, il faudrait aussi soit dans les affaires, aussi soit au niveau politique, à un moment, qu'est-ce qu'on appelle une rapidité dans l'exécution des décisions qui sont prises. Même dans les affaires. Si vous tardez trop, ce sera pas bon. Donc il faut être efficace et aller très vite. Et à Yaoundé, je dis qu'il ne faut pas, avant la fin d'année, il faudrait que tout cela se passe. Tout le monde sait que nous avons un gouvernement pléthorique sur lequel nous avons 65 ou 66 ministres. Et nous avons trop de problèmes. J'aurais vu, on en parlera tout à l'heure, qu'il faudrait un médiateur de la République. Parce qu'il y a trop de problèmes. Donc, les médiateurs peuvent régler les problèmes sans qu'on puisse obliger de passer par des juridictions et par des tribunaux pour régler les problèmes. Et il faudrait également, en ce qui concerne le tribunal criminel spécial, d'arrêter cette histoire que ça se passe seulement à Yaoundé. Il faut faire des réformes au niveau de la justice pour que, sur des affaires de même nature, c'est-à-dire des tribunaux de deniers publics, qu'il y ait des tribunaux au niveau des départements. Et que, si on veut, qu'on fasse appel devant une cour spéciale qui soit à Yaoundé, sur toutes les affaires, au niveau des centralisations, ça ira plus vite. Donc c'est ça. Et ça oblige en même temps à durer les procédures. La durée des procédures est quelque chose d'absolument horrible. Je me rends compte que sur ceux qui ont même été arrêtés, vous avez des procédures qui ont duré, qui auraient pu aller très vite. Et ça, c'est quelque chose que nous déplorons. Donc il faudrait également des assises au niveau de la justice pour faire, parce que la rapidité des transactions sur toutes les personnes, on a parlé tout à l'heure de cette affaire avec le groupe TIL et Bolloré et le PAD, les affaires, la rapidité des transactions, c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir faire un certain nombre d'affaires. Donc maintenant, au niveau du NOZO, nous savons très bien que malgré ce qu'a dit N'Djamena, ce n'est pas le dialogue qui va régler les quelques petits brigands et bandits qui passent leur temps, parce que j'ai cru comprendre que ceux du MRC qui étaient en prison ont discuté et ont eu à discuter avec un certain nombre de personnes qui étaient de sécessionnistes. Et je crois même que c'est N'Djamena qui l'a dit, ce sont des gens qui sont formidables. Si nous partagions... s'il vous plaît. Non, il y a une mise au point très rapide et très simple. Allez-y. Nous partagions la même cour, le même préau. Il est normal, par politesse, que nous échangions, mais pas des discussions formelles. Mais vous avez dit qu'ils étaient des gens formidables. Vous avez suivi ça. C'est pas sorti de ma bouche. C'est pas ce que j'ai posé la question. Je voulais dire que M. Ayoub Tabé, c'est un homme très courtois et très poli. Donc nous échangeons nos politesses, tout à fait normal. Donc il n'y a rien de super extraordinaire à cela. Je dis simplement qu'aujourd'hui, les gens qui devraient être conviés au dialogue véritable, c'est les protagonistes directs, c'est-à-dire M. Ayoub Tabé, qui a d'ailleurs été arrêté comme le patron des sécessionnistes. Donc si vous stigmatisez quelqu'un comme le patron des sécessionnistes, vous devez donc l'inviter dans l'option de résoudre une crise, inviter non pas vos amis comme M. Biya l'a fait, mais vos ennemis entre guillemets. Parce que c'est avec eux qu'il faut construire.
dire qu'il faut calmer les choses, qu'il faut mettre fin à la crise. C'est ça le vrai problème. Donc ils n'avaient pas l'intention de résoudre quelque crise que ce soit. Ils avaient l'intention d'obéir à une commande de M. Guterres. Hein, parce que dans la perspective de la session onusienne de la semaine qui suivait, M. Biya voulant s'y rendre, empêché par la basse, n'est-ce pas, il a cru devoir sortir un dialogue le 10 septembre, un discours le 10 septembre, et ensuite engager un dialogue, un pseudo-dialogue. Parce qu'on ne peut pas... Ce grand dialogue national qui s'est tenu, ça fait déjà quand même 3 ans que cette crise est en cours, ça fait 2 ans et demi de guerre dans ces régions. Il y a toujours des abus des droits de l'homme, des soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur, des nombreuses familles qui sont disloquées du fait de la crise. Que faut-il encore attendre pour mettre en place les recommandations? Je vous dis ce qu'il faut faire. Il faut utiliser les drones et éradiquer tous ces petits bandits qui assassinent, qui tuent, qui coupent les têtes. Ça, c'est quelque chose que le gouvernement ne peut pas laisser faire qu'on continue à tuer, comme ça s'est passé avec cette dame qui était gardienne de prison. Ça, il faut éradiquer ça. Et avec des drones, on peut arriver à trouver des solutions. Donc, il ne faut pas être en disant que maintenant, c'est fini. Le fait qu'on puisse discuter avec certains hommes. Moi, j'ai un ami à moi qui est quelqu'un de Moutenguene, on a brûlé tout son champ. C'est quelqu'un qui travaillait aux Nations Unies, il s'appelle Kingé. Il y a plus de 60 hectares. Les types ont trop brûlé. Il peut même pas aller dans sa propre forêt parce que les bandits sont là-bas. Ils ont essayé, effectivement, de faire pas mal de choses. Donc, je voudrais dire une seule chose, que nous, tout ce que nous voulons, si dans un pays, il y a des troubles, comme il y a au niveau du Nozo, on aura du mal, tout simplement, à avoir un développement harmonieux. Et pour pouvoir faire ces investissements-là, et la pratique, tout ce qu'on a dit en Oran, qu'il y aura ces 2 régions qui auront un statut spécial et sur lesquelles il faudra apporter des investissements, comment investir dans une région qui n'est pas sûre? C'est ça l'un des problèmes. Et comment, et on en discutera tout à l'heure, comment va-t-on faire pour que les élections qui vont arriver puissent avoir lieu dans cette zone, puisque là, il s'agit des élections locales. Justement, et ça risque de poser des problèmes. On va en parler. Martin, on va sur la situation économique de ces 2 régions. C'est elles qui étaient les principales pourvoyeuses en matière de cacao et de café aussi, de bananes également, qui sont des produits que le Cameroun exporte à l'international. Alors aujourd'hui, depuis 2 ans, ce sont des pertes sèches qui sont enregistrées pour ces entreprises, mais également sur la balance commerciale. Comment vous, dans les milieux économiques, vous appréciez le fait qu'on attend déjà ça fait déjà 3 semaines que ce grand dialogue s'est tenu. Les recommandations n'ont pas encore été mises en œuvre, en dehors de la libération de 333 personnes arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Comment les milieux économiques réagissent à cette attente dans la mise en application des recommandations du grand dialogue national? De toute façon, il ne faut pas être naïf. Ne pensez pas que d'un coup de baguette magique, on va pouvoir ramener les 20 000, les 22 000 emplois et ainsi de suite. Non. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que le Cameroun a un véritable problème de rythme de ces réformes. C'est-à-dire que de ce qu'on nous dit dans le dernier classement de Doing Business, le rythme de la mise en pratique des réformes est un critère hyper important. 96. La dernière, 96. Hein? On est en 2019. 23. Hein? Qu'est-ce qui a été mis en place et qu'est-ce qui n'a pas été mis en place? Donc c'est sur ça que ceux qui jugent et ceux qui classifient nous jugent le Cameroun. C'est tout. Alors vous ne pouvez pas dire qu'on a été capable de mettre en application certaines choses depuis 96 et que 3 semaines après le grand dialogue, vous attendez à quoi? Mais c'est une catastrophe, non seulement au plan international, pourvoyeuse en devises. Vous savez que ces zones-là rapportent au Cameroun 16% de la richesse créée. Et beaucoup de gens avaient tellement minimisé ce conflit au début qu'on voit les résultats aujourd'hui. Je vous dis que c'est au moins 16% de la richesse produite au Cameroun, dans sa globalité. Donc c'est très important. Les caisses de l'État, la trésorerie souffrent parce que tous ces gens-là travaillaient, ces gens payaient des impôts. Vous savez, la consommation, c'est mécanique. Et ces gens-là, qui sont nombreux, c'est eux qui consomment. Un paysan n'a à peine 100 francs à la fin d'un mois un autre. C'est des gens qui n'épargnent quasiment pas.
La fonction revenu et consommation épargne, chez eux, c'est revenu égale consommation. Il n'y a pas d'épargne. Lorsque vous pouvez donc entre 20 000 et 30 000, mais le Cameroun même est un pays fort, je le répète encore. Un autre pays serait déjà à terre depuis très longtemps. On nous a tous trompés ici en pensant qu'il n'y avait que le pétrole. Il n'y a pas que le pétrole dans cette zone-là. C'est une zone agricole forte. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous savez tellement qu'il y a la peur. Comment faire pour restaurer la paix? C'est d'abord le problème. La peur, en dehors du capital, la peur. Et jusqu'à maintenant, en dépit de tout ce qui est fait, les gens ont toujours peur. Monsieur Sédric, vous allez envoyer votre épouse, vos enfants, aller cultiver dans les champs, ou vos oncles, tout le monde a peur. Donc, le véritable problème aujourd'hui, comme disait monsieur Maître Pensi, c'est qu'il faut utiliser les moyens modernes. Donc, il est anormal que des gens partent, un petit groupe, qu'ils vont et qu'ils fassent une razzia pendant plusieurs heures sans que l'on les voie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ne parlez plus des étrangers, ne parlez plus de la France, des États-Unis. Ces gens-là ont des satellites, ils voient tout ça, ils nous voient. Mais si la coopération était véritablement celle qui doit être, on ne serait pas en train de dire aujourd'hui que ces gens qui sèment la panique, ça veut dire qu'à un moment donné, même ces pays-là disent « Ok, on va laisser les Camerounais résoudre leurs problèmes ». Vous comprenez? Donc, pour moi, ça a trop duré. Mais les solutions qui sont sur la table aujourd'hui ne rassurent personne. Pas du tout ceux qui ont le capital pour aller investir. Si vous avez de l'argent, vous allez investir dans le nozo? Non. Donc, je vous dis, le problème est celui du rythme des réformes. Parce qu'au sortir du grand dialogue national, est-ce qu'il y a volonté de réforme? C'est ce que j'entends dire. Que ce que nous pensons, c'est que si nous disons aujourd'hui que même si on donne l'équivalent du budget du Cameroun comme aide au Cameroun aujourd'hui, cet argent va aller où? Dans la corruption. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a déjà pris toutes les mesures pour lutter efficacement contre la corruption? Non. Il y a un plan de reconstruction de 3 500 milliards qui a été proposé pour ces deux régions. Pensez-vous que ce plan est viable? Que le Cameroun dispose des possibilités de lever ses fonds pour reconstruire ces régions? Le Cameroun peut lever ses fonds parce que le Cameroun est un pays riche. On est près de riche. Moi, je suis banquier. Je vous dis, lorsqu'on prend l'étude du pays Cameroun, le Cameroun peut rembourser, peut lever ses fonds. Mais maintenant, les préalables, je vous ai dit, la corruption était mal. Monsieur Le Drian sait, par exemple, que les 30 milliards qu'il a donnés là, pour reconstruire, peut-être que 15 milliards seulement vont échoir aux populations, aux projets. Quand on dit que la Banque mondiale déclare, M. Cédric, que le sac de ciment que nous achetons à moins de 5 000 est facturé à 16 000 poussières, que le camion... Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas M. Le Drian qui viendra faire ça. C'est nous les Camerounais. Nous avons accepté d'avoir comme seul repère l'enrichissement, le matérialisme. Où est l'amour du pays? Donc vraiment, arrêtons de penser que l'économie, c'est toujours le 1 plus 1. Ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas uniquement le calcul, ce n'est pas uniquement les chiffres. L'économie, c'est aussi le descriptif. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui a suffisamment décrit les valeurs qui sont les siennes en termes de valeurs morales pour pouvoir passer ce cap? C'est un cap très important qu'aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de le traverser. Non, on ne peut pas s'en sortir tant que la peur continue. Et comment faire pour que cette peur s'arrête? Il faut que le Cameroun soit capable de mettre tous les moyens, c'est des moyens militaires. Parce que l'impression que nous avons, c'est que le Cameroun fait un pas en avant, un pas en arrière, alors que même ses propres militaires risquent leur vie. Donc, nous pensons que les mesures telles qu'elles sont prises aujourd'hui ne sont pas suffisamment fortes pour dissuader ce qui empêche aux populations d'aller travailler. Mais au rythme actuel, je vous dis, monsieur Cédric, même si vous mettez 100 milliards, les populations n'auront pas cette force-là, malgré la volonté d'aller retrouver des champs pour cultiver. Edmond Kamgia, que faut-il faire aujourd'hui? Nous sommes à quelques jours de la convocation d'une session parlementaire, la toute dernière de l'année 2019. En principe, les projets de loi devaient déjà être communiqués aux députés afin qu'ils puissent en imprégner 15 jours avant la convocation du corps électoral. C'est rarement respecté au Cameroun. Mais que faut-il faire aujourd'hui pour véritablement ramener la paix dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, au sujet des projets de loi, j'aurais souhaité qu'il y ait au moins un projet de loi qui porte amnistie générale,
Parce que cette amnistie générale aidera beaucoup nos frères qui sont dans la diaspora, qui sont en exil, qui ne peuvent pas venir au Cameroun pour quelques discussions que ce soit, parce qu'ils sont pour la plupart des donneurs d'ordre. Et leur position est importante pour mettre fin au lockdown, au ghost town. Il faudrait cette amnistie générale pour ceux qui sont dans les forêts, pour ceux qui combattent nos forces de défense et de sécurité, qui se trouvent dans le nord-ouest et au sud-ouest, qui, à travers des embuscades, mettent à mal nos forces de défense et de sécurité. Parce que de plus en plus, ils ont le sentiment qu'ils n'appartiennent plus à la République du Cameroun. Il faudrait leur donner la possibilité de sortir de la brousse. Mais alors, il faudrait qu'on recommence à zéro. Au niveau de la commission DDR, nous pensons qu'on a mis trop tôt la charrue avant les bœufs. Il faudrait qu'il y ait un vrai DDR à la fin des discussions, des négociations avec les sécessionnistes. Qu'il y ait un vrai DDR. Voyez-vous, il y a récemment un ambazonien qui est sorti. Il y a eu vraiment toute une théâtralisation de sa sortie. Le lendemain, on l'a trouvé assassiné. Pourquoi? Parce que le DDR ne l'a pas pris en charge. Parce que le DDR, tel que constitué aujourd'hui, n'a pas les moyens de le prendre en charge. Donc, il faudrait un projet de loi portant amnistie générale pour les sécessionnistes, pour nos frères qui sont dans la diaspora et qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas venir. Et d'autres qui sont arrêtés ici. Et d'autres qui sont arrêtés, ils sont là dans nos prisons, Ayoub Sissoko et les autres. D'autres, pas eux. Et d'autres, ils sont nombreux. Il faut aussi un projet de loi sur un point important qui a fait l'objet d'un consensus pendant le dialogue, le grand dialogue national. On a parlé d'un régime spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il faudrait donner un contenu à ce régime spécial. Il faudrait qu'il y ait un débat là-dessus, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, sur le contenu du régime spécial. Parce qu'on ne peut pas parler d'un régime spécial et ne plus en parler du tout, comme si on laissait le soin seulement au chef de l'État, le moment venu, on ne sait quel moment, parce qu'il a tout son temps, il prend son temps. Il faudrait qu'il y ait un projet de loi là-dessus, que le sujet soit débattu par l'opposition parlementaire, par le RDPC et assimilé au Parlement, qu'on ait déjà une idée à travers ce projet de loi qui sera voté et peut-être adopté. Puisque lors du grand dialogue national, la question du fédéralisme a pratiquement été bottée en touche. On sait qu'il y a eu beaucoup de débats, mais ça semblait carré tel que le concept fédéralisme ne pouvait pas en sortir. Donc, il faudrait une série de projets de loi sur les recommandations pertinentes qui vont passer par l'Assemblée. Mais que, en ce qui concerne d'autres recommandations qui méritent des décrets d'application, des décrets tout simplement, des actes forts du gouvernement, que cela soit fait. Alors, au-delà de ces questions, il y a aussi l'attention de l'opposition, de la classe politique sur le système électoral. Célestin Djamène, dans ce contexte sociopolitique, ce contexte d'insécurité dans les régions anglophones, faut-il aller vers une élection législative, municipale et régionale? Bien, si on reprend les termes de la loi, l'élection doit avoir lieu sur l'ensemble du territoire national. En l'occurrence, les deux régions anglophones doivent faire partie, n'est-ce pas, de ce scénario-là. Maintenant, sur le plan également des prorogations des mandats, aussi bien des conseillers que des députés, M. Biya l'a déjà fait, je crois, 2 fois. Donc, légalement, ce sera très compliqué de reproroger pour une 3e fois leur mandat. Dans ce cas précis, il est clair qu'il est tenu juridiquement, sauf à modifier la Constitution et donc la loi, d'éviter les élections. Donc, en vérité, en même temps, nous sommes dans un dilemme extrêmement inextricable, parce qu'en vérité, on ne peut pas concevoir, on l'a vu d'ailleurs pendant les présidentielles de 2018, à quel point les gens n'allaient pas voter dans la partie anglophone du pays. Alors, aujourd'hui, la guerre s'est intensifiée. On peut davantage penser que les gens n'iraient pas voter dans cette partie-là. Donc, en l'occurrence, sur le plan juridique, je crois que c'est une affaire extrêmement compliquée, mais je crois que, dans tous les cas de figure, l'État doit prendre les mesures nécessaires pour que les populations puissent voter dans cette partie-là. On ne peut pas proroger ad vitam aeternam, n'est-ce pas, les mandats des députés et des conseils municipaux dont j'en fais partie au Cameroun. Le véritable problème, c'est que les autorités n'ont pas pris la mesure
n'est-ce pas, de pouvoir mettre sur pied les mécanismes pouvant résoudre cette crise. On voit aujourd'hui le piège dans lequel ils sont tombés. Ce dialogue était une grosse farce. On en voit les résultats aujourd'hui. Et le code électoral que nous appelons de nos voeux à être réformé de manière impérative pour la survie de ce pays, aujourd'hui ne rencontre que colibets et railleries de la part du gouvernement. Quels sont les enjeux de cette réforme du code électoral que vous appelez de tous vos voeux? Mais d'abord, nous demandons l'abrogation de l'article 137. N'est-ce pas, qui dispose qu'on doit attendre souvent 15 jours pour proclamer les résultats. Deuxièmement, nous voulons, n'est-ce pas, un vote à 2 tours. Il faut absolument mettre sur pied un vote à 2 tours. Les pays africains comparables pratiquent le vote à 2 tours. Il n'y a pas de raison que ce vote n'arrive pas chez nous à 2 tours. Par ailleurs, on a toujours demandé, pour ce qui me concerne, qu'il y ait la suppression de l'ECAM et qu'on mette en place une structure échevinale, paritaire et mixte, composée à la fois éventuellement de l'opposition et du parti au pouvoir, afin que les résultats des élections présidentielles ou autres ne soient plus contestés au Cameroun. Et enfin, que les gens, sur la base de l'article 9, n'est-ce pas, du Code électoral, qui sont nommés au Conseil constitutionnel comme à l'ECAM, soient des gens qui sont au-dessus de tout soupçon sur le plan politique, et sur le plan de la neutralité, sur le plan de l'impartialité. Ça n'est pas le cas. Vous avez vu lors du procès du contentieux au Conseil constitutionnel, le président Kamto a fait valoir, n'est-ce pas, une récusation des membres du Conseil constitutionnel qui était évidente, puisque on sait très bien que parmi ces 11 membres, au moins 8 étaient des membres très importants du RDPC, n'est-ce pas? Et même quelques semaines avant, M. Clément Tangana a dit qu'il resterait toujours loyal à M. Biya. Dans ce contexte-là, comment voulez-vous que les élections soient saines? Il faut un code électoral consensuel. On ne peut pas imaginer le contraire. Imaginez par ailleurs que l'article 41 du Code électoral dispose que le président de la République rémunère par décret les membres du Conseil électoral, le président et les vice-présidents. Voilà un monsieur qui participe aux élections, qui est président d'un parti national, donc qui est en compétition, et qui doit rémunérer, n'est-ce pas, les membres de cette institution à capitaux publics. Par ailleurs, on voit très bien que sur l'article 113, alinéa 4, seul le PV du président du bureau de vote fait foi. Ça veut dire que ceux qui accompagnent, ceux qui sont dans le même bureau de vote que vous représentez vos candidats ou vos partis, ne sont que des accompagnateurs. Le papier que vous avez ne sont que des copies. Ce n'est même pas un exemplaire. Dans ce cas-là, l'ECAM retiendra, même s'il est falsifié, le PV du président du bureau de vote, qui est un fonctionnaire nommé par M. Biya, membre de l'ECAM, dont tout le monde sait que c'est une sous-section du RDPC. Nous avons également l'article 6, alinéa 1 du Code électoral, qui dispose qu'effectivement, on doit, n'est-ce pas, que le MINAT sert d'interface entre le gouvernement et, n'est-ce pas, et l'ECAM. Donc, on nous dit en même temps que l'ECAM est indépendant. On ne peut pas être indépendant et que le MINAT puisse servir d'interface et donc recevoir la copie des PV entre le gouvernement et l'ECAM. Donc il y a tellement de choses à revoir dans ce code électoral qu'on ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Je pourrais en citer à l'appel, n'est-ce pas, l'article 44 du code électoral, qui dispose que monsieur le Président de la République peut mettre fin à tout moment aux fonctions des membres de l'ECAM, à tout moment. Ça veut dire que si vous ne faites pas le jeu, si vous ne remplissez pas la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire faire élire par la fraude votre champion, eh bien, le Président de la République peut dégager à tout moment, n'est-ce pas, pour mettre de côté les membres de l'ECAM. On l'a vu pour Fankamazou, il y a quelque temps, qui manifestait des velléités d'indépendance. On a rapidement, sur la base d'ailleurs de l'article 44 du Code électoral, mis fin à ses fonctions. Voilà. Il y a autant d'éléments qui me font croire aujourd'hui que la réforme de ce code électoral est indispensable. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir. Mais nous n'allons pas boycotter les élections. Nous irons aux élections parce que nous croyons que la politique de la chaise vide ne fonctionne pas. Dans les jurisprudences politiques que nous connaissons, les dictateurs prient pour qu'il y ait des boycotts. Nous ne boycotterons pas, nous irons aux élections, nous allons, nous atteler à former nos militants dans les bureaux de vote afin qu'on puisse défendre la sincérité des votes. Et vous le verrez. Alors justement, vous avez évoqué des récriminations concernant le code électoral.
Maître Emmanuel Pincy, on voit là de nouvelles sources de contestation des échéances électorales à venir dans ce contexte d'insécurité dans les régions anglophones, et de l'autre côté, l'opposition qui forme une fronde pour appeler à la révision du système électoral et de son code qui permettrait une élection plus transparente avec des élus plus crédibles et légitimes aux yeux des populations. Que répondez-vous à ces récriminations? Je réponds déjà que pour réformer le code électoral, il faudrait que ça passe par l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour au niveau du parti majoritaire qui est du RDPC. Donc, il n'y a pas à l'ordre du jour. La deuxième chose, c'est que les élus ont été bien élus. Alors, je crois que vous avez un seul député. Bien élu, vous dites? Très bien élu. C'est les fameux 71%, c'est ça? C'est les fameux 71%. Et les 14% qui pèsent moins lourd que 14%. À 2,8 sur 20. Non, mais attendez, quand on voit l'expression de liberté des Camerounais, on sait très bien que 14% pèse plus que 71%. Laissez-moi ça, c'est les faits, Maître Pincy. Au niveau du RDPC, le code électoral, la révision n'est pas à l'ordre du jour. C'est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Lorsque vous serez majoritaire d'ici 50 ans, vous aurez le temps de tout modifier. En clair, la deuxième chose. En clair, vous balayez d'un revers de la main les critiques de l'ensemble de l'opposition sur certaines dispositions de ce code électoral qui, selon eux, ne favorisent pas une élection transparente des acteurs politiques, quelle que soit leur obédience politique. Les résultats, c'est dans les urnes. Ce n'est pas dans le code électoral qu'il y a les résultats. Alors, nous avons vu, par exemple, quand M. Ndiamène était au SDF, ils avaient dit à l'époque qu'ils ne voulaient pas aller voter, et puis 3 semaines avant, il a demandé d'aller voter. Bon, maintenant que son nouveau parti, qui est en train de rechercher à travers tout le Cameroun des militants, parce que vous avez quand même sorti une note en disant que nous n'avons pas de militants. Il a sorti une note. S'il vous plaît, si vous adhérez aux idées du MRC, venez, on ne recherche pas de militants. Ils viennent en nombre. Et vous allez, ils affluent, et ça va aller contre. Ne déformez pas les mots. Ça va aller. Excusez-moi. Il y a beaucoup de militants de RDPC qui arrivent chez nous. Nous sommes dans le cadre d'une contradiction. Vous me laissez parler. Si le jour où vous serez majoritaire, et s'il fallait avoir le nombre de voix par rapport aux 71% du président de la République, vous devez fermer la bouche. Mais on vous laisse parler plus que moi. Et vous gigolez. Ce que je dois dire ici, c'est que le MRC n'a pas de militants, et vous allez avoir un conflit entre ceux qu'on recherche dans le quartier pour pouvoir être candidat et ceux qui sont là depuis très longtemps, qui se sont battus pour leur champion. Et je dois dire que ce n'est pas ça également la démocratie. Nous avons le plus gros contingent de militants. Dans une république, au niveau du RDPC, les élections se font parmi les militants et on passe à un vote pour pouvoir choisir celui qui va les représenter. Donc, votre réforme, pour l'instant, elle n'est pas à l'ordre du jour. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que vous voulez des élections à 2 tours. Est-ce qu'il y a des élections présidentielles à 2 tours aux États-Unis? Ça n'existe pas. Est-ce qu'il existe, même si le système n'est pas le même, c'est la même chose. Il n'y a pas 2 tours. C'est la même chose. Non, même si c'est les grands électeurs, mais c'est un tour. Est-ce qu'il y a le système à 2 tours en Angleterre? Il y a la transparence. Il n'y a pas de système à 2 tours. Il y a la transparence. Et le système à 2 tours est un système qui est coûteux pour les finances de la nation. C'est plus coûteux que les détournements de fonds publics. Si vous voulez, monsieur, plus gagner, que le retrait de la canne, vous pouvez vous mettre une coalition. 500 milliards partis en fumée. Excusez-moi. Moi, je pense même que le système à 1 tour favorise l'opposition. Parce qu'il suffit que tous se réunissent et choisissent un candidat pour aller contre notre candidat, qui va toujours gagner. Là, vous serez tous derrière, unis contre un seul. Mais quand vous êtes dans l'incapacité de vous unir, quand vous êtes dans l'incapacité de vous entendre, quand vous êtes dans l'incapacité de former une vraie opposition, parce que sur l'opposition camerounaise, sur les 23 candidats, le président de la République, Paul Biya, est arrivé avec 71,28%. Ça veut dire que l'opposition camerounaise n'existe pas. Et moi, je voudrais une seule chose pour vous dire. Je souhaite vraiment
que vous, et je crois que vous avez fait, vous ne marchez plus. Vous cessez vos marches, vous rentrez dans le jeu démocratique, on va dans les élections qui auront lieu, et à ce moment-là, on va voir ce que vous allez peser au niveau électoral. Je crois que c'est ça la démocratie. Non, je voudrais dire ceci. Et si vous allez dire que vous allez... autant peur, non, ça veut dire que c'est nous qui avions les 71%. Vous savez très bien. Libérez les Camerounais. À défaut de cela, vous risquerez de vous livrer... n'êtes pas un démocrate. Vous livrez, n'est-ce pas, à des soulèvements beaucoup plus conséquents. Alors, après vous, messieurs, j'aimerais que Edmond Kamga puisse dire un mot avant Martin Omba. Edmond Kamga sur l'enjeu de ce système électoral dont l'opposition souhaite une réforme consensuelle, et de l'autre côté, dans les rangs du RDPC, on estime que ce code électoral favorise des élections transparentes et qu'il faut aller vers des élections. Quel est votre point de vue? D'abord, je dois exprimer ma surprise d'apprendre de Maître Tinsi que ce n'est pas à l'ordre du jour au RDPC. Parce que si je m'en tiens à ce que j'ai vu et entendu au Grand Dialogue National, il y a un membre du bureau politique, le sultan Ibrahim Bobon-Dioya, qui a évoqué la nécessité d'une alternance. La nécessité d'un scrutin majoritaire à 2 tours. Absolument, il a dit. Oui, il a évoqué la nécessité de modifier... C'est pas l'ordre du jour à DPC. Non, c'est un membre du bureau politique qui a parlé, le sultan Ibrahim. Un éminent membre. Et un autre membre. Il a dit dans un cadre important. C'est pour dire que ça suscite des débats au sein du RDPC. Vous ne pouvez pas dire que c'est à l'ordre du jour. Mais les débats ça suscite des débats en interne. Les débats sont naturels. Et je suis pour un débat sur la réforme des institutions. Vous ne pouvez donc pas dire. Bon, laissez est-ce que ce n'est pas pendant le grand dialogue? Monsieur Edmond Kamga la parole. Edmond, allez-y. Je tenais à le dire pour en réalité rappeler qu'au sein du RDPC, il y a des débats sur la nécessité de la réforme du système électoral, du code électoral, parce que même au RDPC, il y a des progressistes qui se rendent compte que les dispositions actuelles du code électoral sont conflictogènes et qu'il est important d'aller vers les élections avec un code électoral consensuel. Donc, au sein du RDPC, comme dans l'opposition, j'observe qu'il y a des Camerounais qui veulent qu'il y ait véritablement un code électoral consensuel, qu'il y a des dispositions qu'il faudrait modifier. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait soit une proposition de loi, soit un projet de loi qui soit acheminé à l'Assemblée nationale, au Parlement, en général au Sénat, pour qu'il y ait un débat là-dessus, avant les élections. Alors, Martin Ombazing, sur ces élections à venir, dans un contexte d'insécurité et de crise économique, il faut renouveler, les députés vont remettre en jeu leur tablier, les conseillers municipaux également, si les élections sont convoquées d'ici novembre en 2019, mais il y a la situation sécuritaire dans les régions anglophones qui inquiète plus d'un observateur politique. Quelle est votre analyse à ce sujet? Mon analyse, c'est que ça va pénaliser certainement certains partis. Parce qu'en réalité, vous savez que cette zone-là, c'est quasiment vers 4 millions d'habitants. Et dans les 4 millions d'habitants, ce n'est pas tout le monde qui va voter, bien sûr. Mais c'est clair et net que si jamais il n'y a pas de paix là-bas, l'élection sera peut-être validée, mais ce ne sera pas bien puisque c'est une partie importante du Cameroun. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut un jour arriver à s'entendre sur le système électoral, hein. Puisqu'il y a des dissensions, moi je pense certainement que le RDPC aujourd'hui ayant la majorité, s'il faut attendre que ce soit cette majorité-là qui provoque, ce sera très compliqué, puisque je ne vois pas comment ceux-là qui savent que si jamais ça arrive, ils perdront peut-être leur poste, ils vont jamais l'accepter. Donc là encore, c'est une question de volonté. Là, je vais vous dire une chose qui est claire. Le volontarisme politique, moi je ne suis pas un politique, c'est quelque chose de très important. Très important. Et il me semble que dans notre pays, le volontarisme politique n'est pas à l'ordre du jour et c'est ça qui bloque tout. C'est-à-dire que parfois, pour que ça marche bien, on peut perdre son petit avantage pour que l'ensemble du système puisse en bénéficier. Et justement aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à Maître Emmanuel Pincy d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kamga et merci à vous messieurs Martin Ombazing, Célestin Djamène d'avoir participé à ce débat. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.